Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce tout dernier numéro de Soir Info de l'année 2021. Numéro consacré dans un premier temps à l'analyse, bien évidemment, du discours d'Emmanuel Macron, dernier vœu du chef de l'État s'il n'est pas réélu en avril prochain. En deuxième partie, nous reviendrons sur la menace du variant Omicron. Jouons-nous à nous faire peur? Quelle est la situation dans nos hôpitaux? Faut-il craindre des restrictions plus fortes dans les semaines à venir? L'heure, vous l'avez compris, n'est pas forcément à la fête. Pour certains d'entre nous ce soir, cela ne veut pas dire pour autant que nous ne saurons pas faire preuve d'un peu de légèreté, je l'espère, durant cette émission, bien évidemment, si le contexte le permet. Justement, autour de ce plateau, Frédéric Durand, bonsoir à vous, directeur de la revue L'Inspiration politique. À vos côtés, Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France. Face à vous, William T, président du think tank Le Millénaire. Bonsoir à vous également. Et Ergun Toparslan, vice-président de Territoire de Progrès. Nous sommes également en direct avec Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis. Nous verrons avec lui ce qu'il pense de ces vœux du chef de l'État, les vœux présidentiels qui ont toujours des sens cachés. Nous en discuterons dans un instant. Président protecteur, on l'a entendu Emmanuel Macron se définir comme tel en substance, on peut le dire. Bientôt candidat, on en parlera également dans un instant, mais avant cela, il a débuté son discours par une pensée aux personnes décédées depuis le début de la crise, à leurs familles, ceux qui sont malades, isolés, tout en donnant une lueur d'espoir. Je le cite, 2022 sera peut-être l'année de la sortie de la pandémie. Écoutez. Alors, au moment où je m'exprime devant vous ce soir, je veux vous dire que je suis résolument optimiste pour l'année qui vient. Optimiste pour notre nation, pas simplement pour 2022, mais pour les années qui viennent. Car l'ambition et la solidarité dont nous n'avons cessé de faire preuve nous autorisent tous les espoirs. 2022, peut-être, sera l'année de sortie de l'épidémie. Je veux le croire avec vous. L'année où nous pouvons voir l'issue de ce jour sans fin. Frédéric Durand, on note le peut-être du chef de l'État lorsqu'il prononce ces mots. 2022 sera peut-être l'année de la sortie de cette épidémie. Parce qu'il avait fondé les mêmes espoirs en 2020, lorsqu'il a fait ses vœux de 2020. Malheureusement, c'est vrai qu'à l'époque... Pour 2021. Pour 2021, on déplorait 64 000 morts. Là, c'est 123 000. Donc, effectivement, de toute façon, c'est extrêmement difficile à dire. Je pense que Macron lui-même n'a pas la solution et ne sait pas réellement ce qu'il va se passer. Pour autant, il est président de la République et son rôle, c'est heureusement de continuer à être positif et d'essayer de faire passer des messages d'espoir. Donc, je pense qu'il était dans son rôle avec toutes les réserves maintenant qu'il est d'usage d'avoir. Et il est dans son rôle, Ergun Toparslan? Oui, clairement, il est dans son rôle de président. Après, ce qui était intéressant dans ses vœux de cette année, c'est une question de forme aussi. Il était debout dans une position, on l'avait pas vu les années. C'est Jacques Chirac, je crois, il me semble, qui avait innové en se présentant debout pour les vœux aux Français. Il y avait les fenêtres ouvertes derrière, donc en plus du message, on va dire, sanitaire, peut-être un message d'ouverture des sports. Non, le message qui était important, en tout cas, qui nous a... On sent qu'il y a les esquisses d'un bilan qui ont été projetés, mais aussi des thèmes qui sont revenus de solidarité, d'unité et d'efforts collectifs qui ont été martelés lors de son discours-là. Donc c'est pour ça, c'est un discours que j'ai trouvé équilibré et plutôt offensif. On continue le tour de table avant de rejoindre Éric Coquerel qui nous attend. Qu'avez-vous pensé de ce discours du chef de l'État, William T? Alors, il a occupé 4 fonctions. Chef de l'État comme père de la nation. Il cumule les mandats. Il cumule les mandats. Chef de guerre contre la lutte contre la crise sanitaire, futur président de l'Union européenne et également éventuel candidat à sa réélection en 2022. Éventuel, je crois pas. Il n'y aura pas d'éventuel, mais il sera candidat. La question, c'est de savoir quand. Sur les différentes formes, notamment sur la crise sanitaire, il a adopté la position la plus équilibrée et a changé de tonalité par rapport à ce qu'il a pu dire précédemment, en adoptant un discours qui était plus celui d'Édouard Philippe lorsqu'il a quitté Matignon, qui était beaucoup plus réaliste, avec un peut-être nous sortirons de l'épidémie, donc qui était beaucoup plus réaliste, plutôt que ces promesses, type discours du 12 juillet, introduisant le pass sanitaire, en disant, avec le pass sanitaire, si vous faites vacciner, nous sortirons de la crise. Et là, il a été beaucoup plus mesuré, en indiquant à la fois un discours d'espoir, en disant, nous avons peut-être à sortir de la crise grâce à nos efforts collectifs, etc. Donc en parlant de nous, plutôt que de parler de l'action de son seul gouvernement et donc de sa seule personne. Donc il était beaucoup plus investi sur ce point. Sur les différents points, je pense qu'on y reviendra. Mais en fait, sur le bilan notamment et sur différents points, Emmanuel Macron, quand on le compare par rapport aux autres vœux des différents postulants au poste de président de la République, a été le meilleur sur la forme. On pourrait être contre le fond, mais sur la forme, il a été le meilleur parce qu'il apparaît dans la posture, en termes de message, en termes de dynamisme. Il apparaît comme celui qui est le mieux préparé pour cette fonction et celui qui a le plus envie de l'avoir.
Bernard Cohen-Haddad. C'est un exercice imposé, les vœux, dans une période extrêmement difficile. Vous l'avez dit, d'incertitude. Donc le rôle du pater familias, du premier des Français, c'est quoi? C'est donner confiance, c'est donner un objectif, la sortie de la pandémie, avec ce bémol, vous l'avez bien dit également, on n'est pas sûr d'en sortir. Merci. Éric Coquerel, vous êtes avec nous, toujours député LFI de Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous pour débriefer, analyser ce discours du président de la République. Que retenez-vous de ces vœux du chef de l'État, même si on en a peut-être une idée? Allez-y. Moi, c'est d'abord les vœux d'un candidat, avant tout. Je veux dire, voilà, si quelqu'un a encore des doutes, il suffira de réécouter ses vœux à l'avenir. C'est comme d'habitude un espèce de bilan d'autosatisfaction sur la situation depuis un an dans le pays. Il y a des gens qui ont dû rêver quand ils parlent du pouvoir d'achat, alors que les Français les plus défavorisés ont de plus en plus de mal justement à quelque part finir leur fin de mois, notamment avec la hausse vertigineuse de l'énergie. Et ce n'est pas les primes inflation, indemnité inflation ou carburant qui pourront compenser beaucoup de choses par rapport à ça, que ce soit ces espèces de satisfecit de son bilan écologique. Alors là, on a bien du mal à essayer de trouver en quoi la France aurait ralenti quelque peu, par exemple, son émission en CO2, c'est l'inverse. Et puis que ce soit aussi le bilan sanitaire. Moi, je suis désolé, l'hôpital public, du fait des politiques menées, continue malheureusement à se dégrader. Les soignants restent dans une situation absolument désastreuse. Les lits d'hôpitaux continuent à se fermer. Donc le bilan, c'est à peu près ce que nous fait la Macronie depuis un an. Il repeigne en rose une situation assez catastrophique. Je crois que les Français ne sont pas dupes. Et quant aux perspectives, moi, j'ai entendu son mot de fin qui est quand même assez extraordinaire. Il dit « Restons unis, bienveillants et solidaires ». C'est à peu près l'inverse de tout ce qui est en train d'être fait. Unis, je ne crois pas que la manière de discriminer, la manière de pointer du doigt les non-vaccinés comme les seuls responsables de ce qui est en train de se passer, et puis d'instaurer un pass vaccinal qui est un problème de discrimination pour liberté, soit vraiment une manière d'être unis. Bienveillant, je n'ai pas vraiment vu la politique de bienveillance, y compris hier encore dans la répression de la manifestation, par exemple en Guadeloupe, où on a vu le leader syndical leader syndical de Guadeloupéens en train de se faire arrêter. Et puis, solidaire, là, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une politique qui est très solidaire pour les détenteurs de dividendes, dont d'ailleurs, je remarque que le chef de l'État n'en fait pas état ça, dans son bilan. Il ne note pas qu'il y a une explosion des dividendes et des profits du CAC 40 dans ce pays, pendant que tout le reste du pays, ou une grande partie du pays, est en train de plonger. Éric Coquerel, il est déconnecté ce soir, le président de la République, de la réalité du quotidien des Français? Oui, il est déconnecté. D'ailleurs, vous remarquez une chose, il n'a pas dit un mot de ce qui va se passer lundi. Lundi, c'est la rentrée scolaire, rien n'a été prévu. D'accord ? C'est-à-dire qu'on n'a pas de masque FFP2 pour les enseignants. Monsieur Blanquer annonce des mesures comme quoi, pour être cohérent, les enseignants ne pourront pas boire debout un café dans les salles d'enseignants. On va partir faire les partiels sans aucune installation de demi-jauge. Donc là-dessus, il n'y a pas un mot sur la rentrée qui, lundi, risque de faire flamber encore plus le virus Omicron et qui révèle un peu plus le fait que cette politique du seul vaccin, moi je pense qu'il faut être vacciné, ça évite les formes graves, mais on voit bien que ça ne peut pas être le seul élément d'une politique sanitaire. C'est ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Et là, il n'y a pas un mot sur, pour l'instant, cette incohérence du gouvernement en matière sanitaire. Monsieur Coquerel, vous avez évoqué la campagne présidentielle. Nous sommes à 100 jours maintenant du premier tour de cette élection présidentielle. Craignez-vous que le Covid chamboule considérablement cette campagne présidentielle? Est-ce que vous allez vous adapter justement dans la tenue des meetings ces prochaines semaines? Alors, que le Covid, dans ce qu'il révèle de fragilité de l'État, de la santé publique, qu'il s'invite, oui, parce qu'il va bien falloir faire le bilan. Pourquoi le Covid est aussi, j'allais dire, encore plus grave? C'est bien parce qu'on a libéralisé à tout crin, on a appliqué des politiques d'austérité à la santé publique. Maintenant, j'espère que personne n'aura au niveau de l'État la mauvaise idée de quelque part confiner notre démocratie et d'atténuer ce qui pourrait être une campagne électorale sous prétexte du Covid. Je crois qu'il faut essayer de maintenir, tant que faire se peut, avec des précautions. Nous, on va en prendre. Par exemple, on a annoncé que nous mettrons à disposition des masques FFP2 pour tous les gens qui rentreront dans les meetings de France Insoumise. On a toujours pris beaucoup de précautions, mais il faut que la campagne puisse se tenir normalement dans les mois à venir. Il en va de la démocratie et j'allais dire de ne pas céder justement par rapport à la situation. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que
il y a un slogan qui revient sans arrêt chez le chef de l'État, encore ce soir, c'est l'idée que les devoirs seraient plus importants que les droits. Alors c'est peut-être passé inaperçu, mais ça commence terriblement à m'inquiéter, parce que c'est très ancien régime, ça. Les devoirs, c'était les sujets. Les citoyens, ils ont des droits. Ils ont même eu une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les devoirs vis-à-vis de la vaccination, peut-être. Non. Ça fait longtemps que le chef de l'État épouse ces théories très réactionnaires. Et je crois que ça explique peut-être aussi cette politique autoritaire sur tous les sujets dont il fait preuve depuis maintenant quelques années. Et c'est là aussi quelque chose que je voulais pointer. Merci beaucoup à vous pour cette réaction. Donc, suite à l'allocution du chef de l'État, ses derniers vœux, peut-être il n'est pas réélu en avril prochain. On va suivre cette campagne avec beaucoup d'attention, cette campagne présidentielle. Merci à vous. On se retrouvera très certainement sur le terrain. Éric Coquerel, très bonne soirée. On poursuit la discussion. Il est autoritaire, le chef de l'État, par rapport à ce que vient de dire Éric Coquerel à l'instant, Frédéric Durand. Il disait, Éric Coquerel a raison de dire que c'était aussi les vœux d'un candidat. Après, le commentaire d'Éric Coquerel était un commentaire d'opposant. Il n'a rien trouvé, absolument rien de bon et de positif dans ce qu'a dit le président. Moi, je pense que oui, les citoyens ont des devoirs et que ça n'est pas réactionnaire que de dire que les citoyens ont des devoirs. On peut tout à fait être de gauche et considérer, je dirais même que si on regarde l'histoire de la gauche et l'histoire de la République n'a jamais congédié le terme et la notion de devoir pour un citoyen. Elle s'est même bâtie là-dessus aussi, la République. Que le président la mette en avant dans un moment sanitaire où il y a des responsabilités pour chacun à prendre, c'est entendu. Après, est-ce que c'est autoritaire ? Alors moi, je fais pas partie de ceux qui disent qu'on vit en dictature. Pas du tout. Il faut ne jamais y avoir vécu pour penser qu'on y vit aujourd'hui en dictature. Je pense qu'il y a des contraintes dont on peut imaginer qu'elles ne sont pas toutes utile. Ça, c'est certain. Et donc, parfois, le pouvoir donne le sentiment de jouer à un petit jeu où il peut contraindre tout le monde, etc. Moi, par exemple, là, sur toutes les mesures générales qui sont prises, on entendrait mieux qu'il y ait des mesures plus ciblées vis-à-vis des gens qui sont en danger. Parce que, au fond, toute cette politique sanitaire, puisque nous parlons de ça, c'est quoi ? C'est la peur de voir les urgences déborder. Donc, c'est la peur de voir des gens en réanimation, puisqu'on a à peine plus de 5000 et quelques lits de réanimation. Et donc, c'est bien les gens qui sont à risque qui devraient être visés. On nous dit aujourd'hui, il reste 5 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. Eh bien, allons chercher, allons convaincre ceux qui, parmi ces 5 millions, sont à risque plutôt que d'être tout azimut et vouloir vacciner à tout le monde. Ça ne sert à rien, puisqu'on voit bien que même un vaccin, ça sert beaucoup d'être vacciné, mais même un vacciné, le virus ne se transmet toujours. Donc, c'est assez incompréhensible. Pour moi, cette politique générale n'a pas de sens. Il faut des politiques plus spécifiques en matière de santé publique. On va aborder justement la gestion de cette crise sanitaire, mais avant cela, on va écouter le chef de l'État sur cet appel fait aux 5 millions de non-vaccinés. Vous en parliez à l'instant, écoutez. La vaccination est notre plus sûr atout. Elle réduit fortement la transmission. Elle divise par 10 le nombre des formes graves. C'est pour cela qu'une nouvelle fois, j'en appelle aux 5 millions de non-vaccinés. Faites ce geste simple pour vous, pour vos compatriotes, pour notre pays. Toute la France compte sur vous. Ergun Toparslan, il aurait dû cibler plus précisément, là il parle des 5 millions de non-vaccinés par rapport à ce que disait à l'instant Frédéric Durand, les personnes non vaccinées à risque. On sait qu'il y a 12% encore, pour prendre cet exemple, de personnes de plus de 80 ans qui sont les premières touchées par cette pandémie, qui représentent quasiment plus de 60% des décès maintenant depuis mars 2020 et qui ne sont toujours pas vaccinées dans notre pays. Est-ce qu'il n'aurait pas dû axer cet appel aux non-vaccinés vis-à-vis de ces personnes à risque ? Je ne suis pas certain parce qu'au-delà de l'approche qu'on peut avoir par rapport aux lits de réanimation, personnes en réanimation, l'impact de ce nouveau variant est surtout en nombre de personnes contaminées et du coup de personnes isolées. Et ça peut avoir un impact assez important en termes... Il y a toujours un impact important de la vague Delta dans les hôpitaux et on entend très régulièrement les pour le Micron, par exemple, quand on avait 200 000 cas à peine hier, l'impact en nombre de personnes contaminées plus cas contact se compte en plusieurs centaines de milliers. Et ça, pour notre économie, par exemple, pour en savoir un peu, dans le monde du bâtiment, on souffre d'un manque de personnel actuellement qui va nous empêcher de reprendre les chantiers comme il faut à partir de la semaine prochaine. C'est en ça que peut-être qu'on a manqué de pédagogie en parlant de la majorité présidentielle, en expliquant, en ayant surtout un focus par rapport au nombre de personnes en réanimation, mais il aurait peut-être fallu être un peu plus pédagogue pour expliquer en quoi les mesures prises permettraient notamment de freiner cette épidémie-là, notamment de la... Mais les mesures qui ont été prises récemment, puisque je reprends les propos tenus ce soir par le chef de l'État, il nous faut nous attacher sur la base des faits, de la science, à prendre des mesures proportionnées. C'est exactement ce que le Premier ministre
et les ministres ont fait ces derniers jours. Ces mesures, elles sont proportionnées de mettre en place le port du masque en extérieur, d'appeler les préfets à le faire. Par exemple, il y a des commissions de loi qui sont réunies à l'Assemblée nationale dernièrement, notamment qui ont amené de la proportionnalité pour le nombre de personnes qu'on peut retrouver dans les espaces ouverts, dans les stades par exemple. Et en ça, je trouve que notre démocratie parlementaire fonctionne bien. J'espère que par exemple cet amendement-là aboutisse. Ça fait débat, on le sait très bien en coulisses. Débat, mais on voit qu'il y a l'exercice démocratique qui est aussi en jeu et il peut y avoir des ajustements ici et là. Mais le vrai élément important, c'est surtout par rapport au nombre de jours d'isolement des personnes contacts et contaminées. William T. Moi, je dirais que sur la doctrine globale, c'est plutôt la bonne dans la mesure où il prend celle de Johnson, qui était celle depuis décembre 2020, qui était on met le paquet sur le vaccin et puis on fait en sorte que le maximum de lieux restent ouverts et que le maximum de faire peser le moins de restrictions de liberté sur les personnes. Donc en ce sens-là, c'est plutôt bon. Après, il est candidat à sa réélection, notamment avec un électorat, il cible un électorat qui est âgé, qui est demandeur de mesures de protection supplémentaires. Et c'est pour ça qu'il est amené à prendre des mesures qui sont en contradiction avec cette doctrine. Je prends plusieurs exemples. La question de mettre des jauges dans les stades alors qu'on est en lieu ouvert, il y a peu de chances d'avoir un cluster, surtout si les personnes sont vaccinées, dans la mesure où il met en place un pass vaccinal. Le deuxième point, c'est de rétablir le masque obligatoire à l'extérieur à Paris, qui était décidé par le préfet, mais le préfet est sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, donc par conséquent du gouvernement, et qui n'ait pas de conséquences. Et dans d'autres centres-villes, on pourrait citer d'autres villes. Il n'y a pas de conséquences en termes pour freiner l'épidémie. Et enfin, troisième point, c'est à partir du moment où il met en place un pass vaccinal et qu'il met de fait du coup, le paquet sur la vaccination, il devrait mettre en place la vaccination obligatoire pour les plus de 80 ans. Mais il ne veut pas le mettre en place parce qu'il a besoin de cet électorat-là en vue de sa réélection pour 2022. Et donc, c'est pour ça que, comme il est candidat, son corps de doctrine n'est pas exactement parfait. C'est là où je mets une limite sur la stratégie sanitaire d'Emmanuel Macron. Mais malgré tout, il y a quand même du mieux. En 2020, c'était plutôt catastrophique. On se rappelle des différentes déclarations sur un masque inutile, puis obligatoire, etc. Mais en 2021, il a pris la mesure de la situation. Et puis, moi, je rajouterai un point sur la question des vœux. La différence qu'il a faite, notamment on va pouvoir débattre sur le fond, sur le fait si la France va mieux en 2022 qu'en 2017. Mais je pense qu'il y a eu un point essentiel, et c'est là où Macron capitalise dessus, on le voit notamment du point de vue de la forme, c'est qu'en fait il a rétabli la stature de fonction de président de la République qui avait été abîmée par François Hollande. C'est son principal avantage, notamment face à ses concurrents pour l'élection d'avril prochain. Comment ? Dans la mesure où il est plus vertical, il a restauré une certaine verticalité, il a de la hauteur, et puis surtout... Qu'on lui reproche, je crois, c'est ça ? Oui, mais ça, c'est les réflexes de certaines personnes. Et puis surtout sur un point, dans la mesure où la France, on n'a pas honte d'avoir Emmanuel Macron président de la République à l'étranger, même si je reviendrai sur certains points de politique étrangère. Mais dans la mesure, en termes d'image, la France est désormais reconnue et a désormais une parole, ce qui n'était plus le cas à la fin du mandat de François Hollande. Notamment, je rappellerai un point, c'est qu'il a été décrédibilisé après son affaire avec Julie Gaillet. On va poursuivre le débat dans un instant, mais avant cela, on va rejoindre Élodie Huchard du service politique de la rédaction. Élodie Huchard qui nous écoute depuis tout à l'heure, depuis son appartement, puisqu'elle fait partie des nombreuses personnes, malheureusement, ce soir, qui vont devoir passer ce réveillon, qui travaillent. Et elles sont très, très nombreuses, ces personnes qui travaillent pour certaines d'entre elles et qui passent malheureusement cette soirée du Nouvel An isolée, car cas contact ou cas positif. Élodie Huchard, on a assisté à des vœux d'un président candidat. Oui, c'est ça, un président qui a voulu commencer à dresser son bilan, a expliqué, je le cite, qu'il a mis en place des réformes qui étaient attendues depuis des décennies, qui changent la vie des Français. Un président résolument optimiste, tout ça, ce sont ses mots. Il a commencé à parler crise sanitaire, mais très vite, il est allé sur son bilan, la façon catalogue un certain nombre de réformes qu'il a pu mettre en avant. Et puis surtout, cette phrase lancée par le président de la République, je le cite, quelle que soit ma place et les circonstances, je continuerai à vous servir. Alors c'est un secret de polichinelle, la candidature du président de la République. C'est une question de calendrier, de stratégie politique. On sait déjà que tout est prêt. Il y a quelques semaines, ses soutiens se sont réunis à la Mutualité. Ils ont lancé cette fameuse maison commune qui a plusieurs buts. D'abord, aider à la réélection d'Emmanuel Macron. Ensuite, prévoir les élections législatives. Alors l'exercice n'était pas facile pour Emmanuel Macron parce que normalement, les derniers vœux d'un quinquennat, vous avez le temps de dresser tranquillement votre bilan, de parler un petit peu de la suite. Forcément, en pleine crise sanitaire, c'est plus compliqué. L'exercice de l'autosatisfaction, finalement, passe bien moins quand le contexte sanitaire est aussi compliqué qu'aujourd'hui. Donc, le président de la République a joué ce rôle d'équilibriste. Quand on voit effectivement sur les réseaux sociaux, l'opposition déjà explique qu'Emmanuel Macron est un président candidat qui pense déjà à sa réélection plus qu'il ne pense aujourd'hui. Alors forcément, de toute façon, c'est le jeu. Et puis maintenant, il va falloir voir dans les jours, dans les semaines qui viennent, si le président de la République clarifie ses intentions. C'est pas le premier à le faire,
distillé quelques petits messages durant ses vœux. On pourrait citer Mitterrand, on pourrait citer Nicolas Sarkozy, François Mitterrand qui lors de ses vœux en 87. Mes vœux pour cet acte majeur de notre vie commune, ce sont les Français, que les Français se prononcent clairement sur quelques choix essentiels, qu'ils le fassent si possible dans un esprit de tolérance. Je n'établirai pas ici la liste de ces choix. Les candidats s'en chargeront en temps voulu. On a bien compris que le discours d'Emmanuel Macron, peu ou prou, était le même ce soir lorsqu'il explique que quelle que soit sa place, les circonstances, le résultat donc de cette élection présidentielle, il continuera à servir le peuple français, la France, notre patrie, explique-t-il. Nul ne saura déraciner cette patrie-là de mon cœur, pour le citer. Qu'avez-vous pensé justement de cette phrase, de cette déclaration du chef de l'État, Bernard Cohen-Haddad ? Ce sont les vœux du président de la République, ce ne sont pas les vœux du Premier ministre et encore moins ceux du ministre de la Santé. Vous connaissez la formule du début de la Ve République, le président préside, le Premier ministre gouverne. Et là, on a un président qui prend son autorité, non seulement parce qu'il reste son SAV, du quinquennat, qui n'a pas été comme celui du quinquennat Hollande, une catastrophe. Je vous rappelle que François Hollande n'avait pas pu se représenter. Donc là, c'est à la cavalcade avec le geste de la main que du positif. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est aussi le président de l'Europe, celui qui va être demain au destiné de l'Europe, le premier des Français, et ça c'est pas rien, c'est une lourde responsabilité. Donc on voit que c'est le candidat, mais aussi quelqu'un qui veut donner une dynamique. On aime ou on n'aime pas, mais c'est la réalité. Puis il est droit dans ses bottes, les deux pieds bien, comment dirais-je, sur le sol, bien ancrés. On voit bien qu'il y a une force, et je crois qu'effectivement ça peut gêner, mais aussi ça peut plaire. Est-ce qu'il va se servir justement de ces prochains mois en tant que pays qui préside ce Conseil de l'Union européenne pour faire campagne? On sait qu'en 2017, Emmanuel Macron était le chantre de l'Union européenne, une Union européenne plus souveraine, plus forte face aux défis qui l'attendent. Frédéric Durand. D'abord, on va voir les dossiers qui fait réellement avancer au niveau européen, mais c'est un piège aussi. C'est-à-dire qu'à la fois, ça donne une stature évidemment internationale. On dirige, on est à la présidence de l'Union européenne, mais à la fois, c'est un piège dans un moment où beaucoup de Français réclament la souveraineté non pas européenne, parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est la souveraineté européenne. L'Europe n'est pas un pays, et où justement, il peut être taxé d'être celui qui est en dehors de la France, etc. Quand on voit bien, quand on totalise les scores aujourd'hui dans les sondages, alors ce ne sont que des sondages, mais de Zemmour et de Marine Le Pen, qu'on arrive à 35%. Donc on voit bien qu'il y a cette montée en force là. Donc à la fois c'est un atout parce qu'on peut être au-dessus de la mêlée en quelque sorte, et à la fois ça peut être un piège parce qu'on peut donner le sentiment qu'une souveraineté européenne primerait sur une souveraineté nationale. Ce que reprochent beaucoup les Français déjà à l'Europe, d'être obligés de passer à certains égards sous les fourches caudines de l'Europe, déplaît à beaucoup de Français. Et donc voilà, je pense que c'est les deux. Il va falloir être habile, mais Macron sait l'être en général. Ergun Toparslan, justement sur cette volonté peut-être du chef de l'État de réinstaller, comme il l'avait fait lors des élections européennes, ce clivage entre les progressistes et les nationalistes, les populistes. Je pense que le message était plutôt là, c'est-à-dire en comparaison à Marine Le Pen qui s'est indignée ce matin d'avoir le drapeau européen. Ça peut être un piège par rapport justement au-delà aux demandes des Français actuellement. Une philosophie, une identité politique. Et l'ADN européen fait partie de l'ADN de la majorité présidentielle. Et c'est en ça que c'est avec une grande fierté qui porte cette affirmation-là, cette identité politique-là. Effectivement, c'est un risque parce que sur l'Europe post-Merkel, il y a un leadership à aller chercher. Nous, on espère que Emmanuel Macron, avec l'action qu'il a menée sur son premier quinquennat, on espère qu'il le poursuivra sur l'autre second, mais en tout cas sur la présidence française de l'Union européenne, marquera son style à lui et sera identifié comme le leader de l'Union européenne à l'échelle internationale. Donc c'est un pari certes, mais c'est une identité politique et c'est surtout une conviction profonde d'Emmanuel Macron et de la majorité qui le soutient. William T, pari risqué? Moi, je pense que le pari est risqué, en fait. C'est un faux cadeau. C'est un faux cadeau, la présidence de l'Union européenne, pour plusieurs raisons. Premier point, c'est dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ces vœux apparaissaient comme le meilleur sur la forme. Et maintenant, quand on se concentre au fond, la présidence française de l'Union européenne, si on compare sa présidence face à celle de Nicolas Sarkozy, doit lui permettre, en fait, d'obtenir des avantages pour la France et de faire impulser la vision française pour l'Europe. Et quand on regarde la situation de l'Union européenne depuis une vingtaine d'années, notamment depuis l'adoption du traité de Maastricht, dont il dit qu'on a fêté l'anniversaire des 20 ans d'adoption de l'euro,
euro. En fait, on a vu que le centre de gravité de l'Union européenne est passé à peu près de la Belgique vers Berlin à cause de deux raisons. La réunification allemande qui a donné un pays à 90 millions d'habitants et l'élargissement à l'Est avec des pays qui sont plutôt sous la coupe allemande, en tout cas sous impulsion de la politique européenne allemande. Et donc sur ces différentes raisons, est-ce que Emmanuel Macron aura un succès européen? Je reprends le Comprendre le malheur français de Marcel Gauchet. Marcel Gauchet disait qu'en fait la difficulté de la France, c'est que la France vit au temps du siècle du roi Louis XIV et qu'à l'époque on était le maître de l'Europe. Et il y a une certaine nostalgie en fait du passé gaulliste où la France était capable d'imposer des décisions dans l'Union européenne. Aujourd'hui, quelle décision Emmanuel Macron, par rapport à son discours de la Sorbonne, notamment il y a plusieurs années, va réussir à faire imposer aux différents dirigeants européens? On pense que la réforme de la zone euro ne fonctionnera pas parce que les Allemands seront contre, notamment Olaf Scholz à ce niveau-là. Sur le plan de l'intégration européenne, est-ce que les pays d'Europe centrale et de l'Est vont accepter davantage d'intégration européenne? Est-ce qu'on va accepter plus de démocratie européenne? Est-ce qu'on va accepter un salaire minimum, notamment avec les pays frugaux? Est-ce que les pays d'Europe centrale et de l'Est, notamment qui sont menés par Viktor Orban, vont accepter une réforme de Schengen pour faire plaisir et pour favoriser la réaction d'Emmanuel Macron? Donc tous ces niveaux-là, en fait, s'il n'a pas de succès au niveau européen, les autres candidats pourront lui dire mais pourquoi est-ce que le président de la République n'a pas accepté de reporter la présidence française de l'Union européenne de 6 mois ou de 1 an pour permettre des avancées européennes alors qu'il en a profité uniquement à son propre exercice. Et pour terminer, je citerai un point de fracture française de l'Ipsos qui montrait que de plus en plus de Français, notamment avec la crise sanitaire, pensent que les élites politiques travaillent à leurs propres intérêts plutôt qu'aux intérêts des Français. Il aurait été plus grand pour lui de laisser passer et de reporter la présidence française de l'Union européenne pour dire ce qui est important, c'est le succès de la France, plutôt que mon intérêt personnel comme président et comme candidat. On continue d'analyser, de décrypter, de décortiquer cette allocution du président de la République dans un instant, après une très courte coupure pub. À tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, avant de poursuivre le débat sur l'allocution du président de la République, l'on continue bien évidemment à décrypter, analyser ensemble un rappel des principaux faits de cette journée avec vous, Barbara Durand. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. À la une de ce vendredi 31 décembre, les traditionnels vœux du président de la République, les derniers de son quinquennat. Dans son allocution, Emmanuel Macron a rappelé l'importance de la vaccination et même si, comme il le dit, les semaines à venir seront difficiles, il y a de vraies raisons d'espérer, notamment grâce au vaccin, et que 2022 serait peut-être l'année de sortie de l'épidémie. Le président de la République, justement, qui a été devancé ce vendredi, tous les candidats à l'élection présidentielle ont posté dans la journée leur message de bonne année. Dans une vidéo partagée sur sa chaîne YouTube, Éric Zemmour a dit adieu à Emmanuel Macron. 2022 sera une année cruciale pour la candidate du Rassemblement Marine Le Pen. Enfin, Anne Hidalgo prolonge son appel à l'union. La maire de Paris a proposé en Français de suivre avec elle le chemin du courage et de la justice. Covid oblige, la Saint-Sylvestre est cette année encore un peu moins festive. S'il n'y a pas de couvre-feu, il y a tout de même des restrictions. À Paris, les bars et restaurants fermeront à 2h du matin. La consommation d'alcool est interdite sur la voie publique. Les grands rassemblements et les feux d'artifice sont eux annulés. Ce vendredi, 232 000 nouveaux cas ont été enregistrés, un nouveau record. Face à la flambée de l'épidémie, le patron de l'assistance publique des hôpitaux de Paris a ordonné la déprogrammation massive d'opérations. Enfin, alors que la France passera dans moins de 3 heures en 2022, regardez de l'autre côté du globe, le Nouvel An a déjà été célébré. Ces images à Hong Kong et son magnifique feu d'artifice. Il y a tout juste quelques minutes, regardez ce show. À Dubaï, il y a eu au total 36 feux d'artifice sur 29 sites dans l'Émirat. On termine avec cette foule immense réunie en Corée du Nord où les gestes barrières ont été respectés. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. La suite avec vous, Florian. Merci beaucoup Barbara, à tout à l'heure. On vous retrouve d'ici 1 heure pour un nouveau rappel des principales actualités, bien évidemment, de ce vendredi. À tout à l'heure Barbara. Quant à nous, nous poursuivons ce débat autour de cette allocution, ces vœux, derniers vœux peut-être du président de la République, s'il n'est pas réélu en avril prochain. Écoutez ce qu'il expliquait justement sur les choix que les Français devront faire cette année, le choix qu'ils devront faire, notamment, on l'imagine, en avril prochain. Écoutez le chef de l'État. 2022 sera pour la France une année décisive, une année d'action, encore et toujours. Fort de votre confiance, j'agirai jusqu'au dernier jour du mandat pour lequel vous m'avez élu. Bien sûr, pour tenir le cap et prendre toutes les décisions nécessaires face à l'épidémie. Mais nous aurons aussi à préparer l'avenir en déployant le plan d'investissement France 2030 qui vise à la fois à faire de nous une nation forte sur les technologies du futur et à nous rendre plus indépendants. Nous aurons à investir plus fortement encore que nous ne l'avons fait dans l'éducation, la recherche publique, la santé, la culture et l'inclusion de tous les Français.
Nous aurons à prendre de nouvelles décisions pour lutter contre l'islamisme radical, renforcer l'ordre, la sécurité et la tranquillité de tous, pour mieux vous protéger. Nous aurons à prendre de nouveaux choix industriels, en particulier en matière d'énergie, inédits, afin de tenir nos engagements climatiques. Et là, continuer ainsi, nous aurons à prendre de nouvelles décisions pour lutter contre l'islamisme radical, renforcer l'ordre, la sécurité. Nous aurons à prendre de nouveaux choix industriels, en particulier en matière d'énergie, inédits, afin de tenir nos engagements climatiques. 2022 sera une année d'élection. On a bien évidemment compris le message du chef de l'État, Ergun Taupersland. Oui, non, il trace les perspectives qu'il avait déjà commencé à tracer avec France 2030, avec son grand discours de la semaine passée. Et l'idée, c'est ça, c'est quelle France veut-on ? Lui, il a une idée pour la France des prochaines années, qui dépasse 2022, évidemment, et qui nécessite aussi des choix politiques dès 2022. Et c'est en ça qu'il y a un bilan qui est fait dans son discours, mais il y a également une perspective qui est tracée, cette histoire française qui veut continuer et qui veut porter lors des prochaines élections, lors des prochains débats qu'il peut avoir, parce qu'il sait également que le débat se cristallise beaucoup sur des sujets très ethnocentrés, religieux-centrés, mais même c'est des sujets qu'il traite aussi, quoi. Il a parlé de laïcité, il a parlé de lutte contre l'islam radical. Ce ne sont pas des thèmes qu'il a l'habitude de tenir, des propos qu'il a l'habitude de tenir dans ses discours. Donc on en est tout à fait ravis. Et pour ceux qui avaient des doutes sur son autorité et sur sa volonté d'agir sur ce sujet-là, il a levé ces doutes-là ce soir, je pense. Je me permets de rebondir sur un terme que vous avez employé, perspective. Élodie Huchard est peut-être toujours en notre compagnie du service politique de la rédaction. Nous avons abordé tout au long du début de cette émission le fond du discours du chef de l'État. La forme est aussi intéressante. On parlait à l'instant de perspective. Emmanuel Macron qui s'est exprimé dans les jardins du palais de l'Élysée avec une perspective derrière lui. C'est tout un symbole, on l'imagine, Élodie Huchard. Oui, c'est tout un symbole, d'autant plus que les vœux sont un exercice assez cadré, donc il n'y a pas beaucoup de place à l'originalité. C'est pourquoi, effectivement, il faut regarder la position du chef de l'État, ce qu'on peut voir derrière lui, etc., pour tenter de voir quelques indices à la fois sur son état d'esprit, puis surtout ce qui a voulu être mis en lumière par le chef de l'État, certes, mais aussi par son entourage. Et effectivement, cette année, c'est un président de la République qui se tient debout. On voit effectivement derrière lui les jardins de l'Élysée qu'on voit plus rarement, comme une ouverture aussi sur l'extérieur. Et puis, on pourra aussi peut-être en parler tout à l'heure dans les vœux des autres candidats à l'élection présidentielle. On a bien vu aussi à quel point la position du candidat, mais aussi ce qu'il veut mettre en avant dans ses vœux peut être symbolique et peut dire beaucoup plus peut-être parfois que ce qu'il ne dit finalement. Oui, on l'a vu dans la journée, Marine Le Pen ou Éric Zemmour dans le coin d'une chambre devant un mur blanc, avachi. Il y avait Zemmour qui avait mis 3-4 livres avec le buste de Napoléon, encore une fois, pour montrer son grand amour pour la République française. Il ne bénéficie pas non plus du décorum du oui, palais mais c'est certain, mais voilà, ça contraste aussi sur la forme, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est debout avec la fenêtre ouverte et surtout les rappels. Ce que disait William T également tout à l'heure, que peut-être sur la forme, c'était le meilleur dans cette allocution. Ah oui, non mais très large, par rapport aux autres candidats prétendants. Très largement sur plusieurs points, et même les sondages, ça rentre en lignée des différents sondages qualitatifs quand on compare Emmanuel Macron avec les différents postulants, quand on pose des questions sur la question de la compétence, sur la question de la stature du président de la République, sur la question donne une bonne image de la France à l'étranger, sur ces ensembles des items, il l'emporte. Mais par contre, il a différents problèmes. Et il a deux problèmes, je pense notamment. Un, c'est la question de son bilan. Et je pense qu'il a beaucoup de chance, même si la France traverse une période douloureuse, de parler de crise sanitaire, parce que ça évite de faire la question de son bilan. Et comme en 2017, on n'a pas parlé de son programme, ni de celui de François Fillon en raison de ses affaires, 2022, en tout cas le début d'année 2022, on ne parlera pas de son bilan de président de la République qui est assez négatif. Et après, deuxième point, c'est la question de la vision de la France qu'il a, parce qu'Emmanuel Macron a beaucoup varié. Il a commencé en 2017 en s'imposant comme une sorte de social-démocrate rénovateur, une sorte d'Obama à la française ou de Gerhard Schröder allemand ou de Tony Blair. Et quand on regarde l'ensemble de ces réformes, il n'y a eu aucune réforme structurelle, il y a eu des petites réformes paramétriques qui étaient intéressantes et qui allaient plutôt dans le bon sens, mais il n'y a pas eu de réforme structurelle qui rentrait en lien avec son livre Révolution, sorti en 2016. On a repris l'ensemble des éléments, il n'y a pas eu de refonte. Le fait que le système était complètement verrouillé, corporatiste, il n'a pas réussi à le déverrouiller, à favoriser la mobilité sociale ou géographique. Deuxième point, il n'a pas réussi à lever la question de la fracture du diplôme. À partir du moment où vous êtes aujourd'hui dans une société de démocratisation de l'enseignement supérieur, vos 25% de votre vie va déterminer 64% de votre vie restante. Il n'a pas réussi à lever ces ensembles de points qui ont fait qu'il était un candidat original. Et puis enfin, je rajoute
rajouter un troisième point, c'est qu'Emmanuel Macron était audacieux et disruptif en 2017, dans la mesure où il faisait une politique de l'offre. Et il faisait une politique qui ne répondait pas à une demande particulière des Français d'être libéral et européen. C'était plutôt audacieux comme positionnement. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron a changé de stratégie. Il ne fait plus une politique de l'offre pour proposer un projet et une vision. Il répond à des demandes. On le voit sur l'ensemble des points et sur l'ensemble des discours qu'il tient. En fait, il prend chacun des totems et il répond à chacun des totems correspondant à des envies particulières de chaque électorat. Il parle d'écologie à une partie de la jeunesse de gauche, il parle d'autorité à une partie de la droite et il parle à son cœur électoral en incarnant le volet protection. Mais aujourd'hui, quelle est sa vision en fait pour l'Europe et pour la France? Il était innovant sur le discours de la Sorbonne. On pouvait être pour ou contre, et pareil sur la vision de la France. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir quelle est la vision qu'a Emmanuel Macron à partir pour le 21e siècle. Et pourtant, on aurait besoin de comprendre quelle est sa vision à l'heure où les Français vont se donner un rendez-vous qui se donne tous les 5 ans en choisissant un président de la République. On a besoin de savoir quelle est sa vision pour le pays. Surtout que nous avons traversé une crise qui a chamboulé la géopolitique et la société française. Il est vrai que c'est le défi, Frédéric Durand, du président de la République pour les mois qui viennent, d'imposer sa vision. Il incarnait la nouveauté en 2017. Il doit à présent incarner la continuité de ce qu'il a pu offrir aux Français ces 5 dernières années. C'est un défi qui n'est pas simple. Non, vous disiez qu'on avait du mal à comprendre, à saisir quelle était sa vision, quels étaient ses objectifs, mais je pense que c'est parfaitement voulu. Je crois qu'il ne fait pas ça par hasard. Il est assez intelligent pour pouvoir être beaucoup plus clair sur certains aspects de la politique telle qu'il espère la mener. Mais il reste dans le flou d'abord parce qu'aujourd'hui, il veut garder le plus longtemps possible, ça se comprend, le statut de président et ne pas trop vite tomber dans celui de candidat qui le met à égalité avec tous les autres. Ça, c'est une évidence. Et puis il se dit qu'il va... Ils ont été nombreux à faire cela à chaque bien sûr, non, mais ça c'est le jeu. Et puis je pense qu'il espère aussi bénéficier d'une certaine indulgence. Pourquoi? Parce que je vous rejoins sur l'idée que cette crise sanitaire ne lui a pas permis réellement de gouverner. D'une certaine manière. Il a été là un gestionnaire de la crise inédite, crise que tous les pays rencontrent en même temps, avec des difficultés de partout. On ne peut pas dire que Macron soit celui qui s'en soit le plus mal sorti au terme de ça. Peut-être pas le mieux, mais en tout cas pas le plus mal. Donc on peut aussi se dire, mais donnons-lui la chance de gouverner pour de bon, parce que là, il a eu quasiment la moitié ou les 3/4 de son mandat qui ont été complètement parasités par cette crise que nous avons rencontrée. Donc je pense qu'effectivement, d'un certain point de vue, cette crise peut le servir. Au moins, il en dira finalement, au moins il prend de risques parce qu'il n'est pas là à vouloir prendre un risque. Alors effectivement, il incarnait une rupture qu'il ne peut plus incarner puisqu'il incarne l'institution aujourd'hui. Donc on ne peut pas incarner les deux en même temps. Et le fait qu'il n'ait pas réussi peut lui être aussi pardonné du fait qu'il y a eu cette crise au milieu et que peut-être il aurait fait ceci. Enfin, à mon avis, d'un point de vue d'un homme de gauche, ça aurait été pire s'il avait eu le temps de faire ses réformes. Mais ça, c'est un point de vue partisan. Cela étant dit, on ne peut pas dire qu'il ait mis beaucoup de choses en place. En tout cas, les mesures qu'il a mis en place symboliquement, comme l'ISF, etc., sont apparues comme des mesures davantage pour les riches que pour les classes populaires. Des mesures de début de quinquennat. Oui, tout à fait. Ben, c'est pas apparu comme un gain, et que ce soit la réforme de l'assurance chômage demain ou la réforme des retraites ne semble pas non plus dans le sens de pouvoir... Reste à charge zéro, c'est pas de gauche? Non, mais globalement, je veux dire que il a quand même un bilan de gauche, le président. Reste à charge à zéro, ça n'existe quasiment pas. Il a tenté, en tout cas, ce soir, sauf que c'est lui qui l'avait. Il a tenté, en tout cas, ce soir, durant cette allocution, visiblement, de se présenter en tant que président protecteur, l'État qui protège. Là où il a une carte à jouer, à mon avis, c'est qu'effectivement, en face, c'est très, très violent. On parlait tout à l'heure d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, qui sont avec des choses extrêmement radicales. Donc lui, il ne peut plus incarner la rupture, elle est incarnée par le camp d'en face. Et lui, il voudrait évidemment dans l'idéal qu'on ne soit pas dans ce débat gauche-droite, parce que économiquement, avant les mesures, on pouvait les juger de droite ou de gauche, etc. Aujourd'hui, le jugement s'est complètement déplacé, c'est-à-dire que les gens se disent, est-ce qu'il est... Le statu quo politique n'a toujours pas digéré l'émergence d'Emmanuel Macron. En réalité, vous trouvez tout le temps, il n'y a aucune excuse à aller chercher à se cacher derrière la crise sanitaire. Emmanuel Macron n'a jamais utilisé cet argument-là. Je dis pas qu'il l'utilise. C'est une lubie de l'ancien monde. Non, mais je ne suis pas en train de dire qu'il l'utilise. Les Français n'ont pas expliqué à l'instant qu'il avait été... Entre dire qu'il l'utilise et dire que ça lui a servi, il y a une nuance. Moi, je ne mettais pas d'intention complotiste derrière, je dis simplement ça peut le servir. Ensuite, il peut évidemment un second tour contre Marine Le Pen ou Éric Zemmour lui permet d'être le gardien de la République, de certain nombre d'institutions, etc. Donc il serait le risque, et c'est là que je reviens à l'Europe, le risque c'est qu'il apparaisse entre guillemets comme le mondialisateur contre le national. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lui, il a besoin effectivement un second tour. Jusqu'à là d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que l'arrivée de Zemmour dans le jeu politique permet peut-être à la droite d'être au second tour. Ce qui pendant plus de 2 ans, dans tous les sondages qu'on a eus, n'était absolument pas prévu. Le duo était déjà inscrit. Sauf que là, l'arrivée de Zemmour permet peut-être à Pécresse d'être au second tour. Et là, la victoire est beaucoup moins probable. Donc, il va falloir qu'il ajuste le logiciel
à ça, parce que le rêve de tout candidat au président de la République, à la présidence de la République, c'est de rencontrer quelqu'un de droite et d'extrême droite pour pouvoir gagner, parce que les gens de gauche, en règle générale... C'est pour ça que les candidats de gauche sont si bas dans les sondages, c'est avec ce genre de raisonnement-là. Aujourd'hui, 34% de l'électorat de gauche va voter pour Emmanuel Macron dès le premier tour. Oui. Et je pense pas que Qu'est-ce qu'il a, mon raisonnement de... Je comprends pas de... J'ai l'impression que vous dites que ça le servait d'avoir Marine Le Pen en face, maintenant qu'il y a... Je dis tout candidat à l'élection présidentielle, le il reste... s'en est servi, on sait très bien qu'il s'en est servi, on en parlait à l'instant, durant notamment les élections européennes, il s'est positionné. La différence d'Emmanuel Macron par rapport à progressiste face aux nationalistes. Au-delà de ça, c'est que lui, il tient une stature et il tient une certaine idée. En plus, il va porter son bilan. Il n'y a aucune excuse à trouver à son bilan. La crise sanitaire ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, ça, c'était le raisonnement avec les anciens présidents. Nicolas Sarkozy nous a expliqué qu'il y avait la crise financière. François Hollande nous a parlé des attentats terroristes. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Et un chef, comme disait Jacques Chirac, c'est fait pour cheffer. Donc vous êtes capable d'assumer le bilan qu'il a présenté en 2017 et notamment dans son livre Révolution et de son programme de mars 2017. C'est-à-dire, si on prend mesure par mesure, il a vraiment rempli. La parole à après, je pense que vous avez dû comprendre que aussi dans son livre donc vous de 2017, la crise sanitaire. Non, mais pas du tout. C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça qu'on appelle un deuxième quinquennat du président de la République. Non, mais sur l'ensemble de son bilan. C'est la langue de bois, mais sur le bilan. Un instant, Bernard Cohen. Non, mais moi, je vois pas l'intérêt qu'il a à être dans la rupture, puisqu'il a un bilan qu'il considère positif. Donc... Il ne peut plus être dans la rupture. C'est justement ce qu'on disait à l'instant. Disait Frédéric, il n'a surtout pas à être dans la rupture, puisqu'il est dans la continuité d'une action qu'il considère positive. Il le dit bien, il incarne la continuité et la confiance. Donc c'est ça, en tous les cas, qu'il met en avant aujourd'hui, non seulement aujourd'hui, demain et après-demain. Il se met dans la projection d'un quinquennat qu'il considère réussi et qu'il va faire en sorte de réussir à nouveau dans la prospective des projets ou des projets qu'il n'a pas pu réaliser. Par exemple, la réindustrialisation, l'autonomie stratégique, il le dit, l'égalité, puisque c'est ce qu'on lui reproche, et aussi l'inclusion économique, tout ce qui est la lutte contre la radicalisation, c'est quand même important de le dire, et puis tout ce qui est énergie responsable. Donc ça fait partie de la continuité du programme du candidat, sans nous en dire trop, parce qu'il n'est pas encore candidat. Moi, ce que je retiens, c'est sa volonté. Et c'est très fort quand même, qu'on soit d'accord ou pas, d'être président jusqu'au bout. Vous avez entendu, je serai président jusqu'au bout. Donc pas de vacances. Dit Nicolas Sarkozy. Oui, mais ça veut dire je ne vais pas la laisser flancher le manche. Et voilà, on est bien d'accord. Non, mais il me semble qu'il s'agit. Très court, Frédéric. Non, mais il ne s'agit pas de savoir si Macron juge positif son bilan. Il s'agit de savoir si les Français le jugent positif. Oui, ça sera tout l'enjeu de l'élection. Ça sera tout l'enjeu de l'élection en avril prochain. Ça sera tout l'enjeu de l'élection en avril prochain. On poursuit le débat dans un instant, mais avant cela, on réécoute l'interview donnée par Marlène Schiappa, la ministre déléguée en charge de la citoyenneté, suite justement à cette allocution présidentielle. C'était tout à l'heure aux côtés de Julien Pasquier. Bonsoir Madame la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté. Merci de réagir sur CNews en direct après les vœux du président de la République. Encore des vœux, Madame la ministre, sur fond de crise pour le président. Il y a un an, on s'en souvient, après 10 mois d'épidémie, il lançait déjà l'espoir est là. Allusion au début de campagne vaccinale, notamment, il promettait ce fameux nouveau matin français. Vous vous accorderez peut-être avec moi à dire qu'on en est quand même encore très loin. Le président qui a voulu ce soir encore une fois porter pourtant ce message d'unité, d'espoir. Comment y croire franchement, Marlène Schiappa, au beau milieu d'une 6e vague pandémique ? Oui, d'abord, si vous me le permettez, je veux souhaiter un bon réveillon à tous les téléspectateurs de CNews pour ce 31 décembre. Par rapport aux vœux du président de la République, effectivement, le président a partagé des vœux d'unité, des vœux de confiance et des vœux aussi d'amour de la France. Il a rappelé un certain nombre d'éléments du bilan de notre pays, qui est un bilan collectif, à la fois sur la réindustrialisation, mais aussi sur la mobilisation face au virus, en apportant une touche d'optimisme pour 2022 et en rappelant que la France a cet esprit de résistance et que quand le peuple français est uni, il peut beaucoup. Vous n'avez pas l'impression qu'il a manqué de prudence en évoquant, pourquoi pas, la fin du virus d'ici 2022, quitte à décevoir encore les Français ? Je crois que c'est le rôle du président de la République de donner un cap et de donner de l'espoir. C'est un espoir qui est fondé sur la science, sur un certain nombre d'analyses et notamment sur la mobilisation des Français. On parle beaucoup des Français qui ne veulent pas respecter les mesures sanitaires, mais il y a une immense majorité de Français qui, bon gré mal gré, respectent ces mesures, se font vacciner, portent le masque, font attention aux autres, à protéger les plus fragiles, les personnes âgées. Je pense que c'est important aussi de le rappeler. Et puis le président de la République a adressé un mot de soutien
soutien à toutes celles et ceux qui sont en première ligne ce soir. Je suis en ce moment dans l'Eure. J'ai été tout à l'heure auprès des pompiers, auprès des gendarmes. C'est important de rappeler un mot de soutien aussi aux policiers, aux militaires de l'opération Sentinelle et bien sûr aux soignants qui sont mobilisés ce soir comme 365 jours par an. Bien sûr, Madame la Ministre. D'ailleurs, on se souvient que lundi, ces soignants, ces premières lignes que vous évoquez avaient été peut-être un petit peu éludées par le Premier ministre et Olivier Véran. Le Président, lui, a martelé donc une nouvelle fois l'importance de la vaccination. Les soignants, ils regardaient eux aussi, bien sûr, le Président de la République ce soir. Ils demandent de l'aide, vous le savez, parce que pour lutter contre ce raz-de-marée décrit par votre gouvernement, ils disposent tout simplement de moins de lits d'hospitalisation qu'en janvier 2020. Mais vous l'avez dit, et le président de la République l'a rappelé dans ses vœux, il a rappelé son attachement au débat et son attachement au fait qu'en France, nous sommes une grande démocratie et donc on a le droit de débattre, on a le droit d'être en désaccord et de l'exprimer, d'avoir des opinions différentes. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui se passe régulièrement sur les plateaux de CNews notamment. Et je crois que c'est important que chacun puisse partager sa réalité. J'étais cette semaine dans un hôpital militaire à Percy, auprès des gendarmes qui ont été blessés en service pour leur apporter mon soutien, le soutien du gouvernement, le soutien de la nation tout entière. Et effectivement, je crois que pour soutenir les soignants, c'est important aussi qu'on fasse en sorte de faire les tests lorsqu'on se rassemble pour des événements festifs, mais également de se faire vacciner, je le rappelle. On est 2 ans, Madame la Ministre, après le début de cette crise. Malgré l'arrivée du vaccin, c'est vrai que les mesures restrictives, et on l'a très bien compris tous cette semaine, elles continuent de peser sur le moral des Français. Je pense à cette soirée du 31 décembre sous haute surveillance ou encore le retour du masque à l'extérieur qu'on apprend. Ce sondage ne vous a peut-être pas échappé non plus. 59% des Français interrogés ne s'attendent pas à ce que la situation change en 2022, tandis que 23% craignent même que les prochains mois soient pires. Comment faire pour redonner le moral à ces Français qui nous regardent ? Bon, d'abord, je comprends la lassitude, je la partage. C'est vrai qu'au début de ce virus, au début de la pandémie de Covid-19, la France, comme d'ailleurs tous les autres pays du monde, avait assez peu d'informations. Et plus nous avons avancé, grâce aux scientifiques, plus nous avons pu avoir des informations sur la réalité de cette pandémie, de ce virus, et plus nous avons pu nous mobiliser pour la combattre. Et je veux ici dire à quel point les soignants ont été exceptionnels. Les médecins, mais aussi les infirmiers, les infirmières, les aides-soignantes, les aides-soignants et toutes les professions paramédicales qui se sont mobilisées. Avec le Premier ministre Jean Castex, nous avons fait ces derniers mois de nombreux déplacements dans des hôpitaux auprès des soignants qui sont extraordinairement mobilisés et je veux leur dire là aussi toute notre reconnaissance. Et j'étais touchée par ce qu'a dit le président de la République ce soir, puisqu'il a dit qu'il a émis ce vœu, ce souhait sur 2022 en disant qu'il souhaitait qu'en 2022 ce soit l'année de sortie de cette pandémie. En tout cas, nous y travaillons, nous faisons tout pour faire en sorte que le virus circule le moins possible. C'est un défi collectif. D'ailleurs, on voit que dans d'autres pays européens, des mesures plus drastiques de privation de liberté ont été prises sur des questions de confinement, de couvre-feu, etc., etc. En France, nous sommes mobilisés. C'est un nous collectif, ce n'est pas le gouvernement, c'est tout le pays qui s'est mobilisé pour faire en sorte, par exemple, de permettre aux restaurateurs de rester ouverts et en activité, de permettre aux événements culturels aussi de se tenir, aux événements sportifs, de rassemblement. C'est important, je crois que ça fait partie aussi de ce qui nous donne de l'optimisme, c'est cette manière d'être ensemble. Et le président de la République a vraiment insisté là-dessus, sur l'unité du pays, sur ce pays rassemblé, sur cet esprit de résistance, mais aussi sur cet esprit de confiance qu'il avait dans la France. Il a dit que son cœur ne sera pas déraciné de la France, quel que soit son rôle dans l'avenir. J'ai trouvé ça très émouvant. Un mot peut-être, Madame la Ministre, sur ce contexte actuel qui est particulièrement tendu depuis plusieurs mois. Je pense notamment aux députés LREM qui sont la cible d'injures, de menaces autour de l'actuel examen du projet de loi sur le pass sanitaire qui tend peut-être encore plus le climat ambiant. On a l'impression que cette violence, elle va s'installer durablement dans notre pays, qu'il va falloir vivre avec. Mais ça, je crois que c'est une responsabilité collective. Et moi, vous me reconnaîtrez le fait d'avoir toujours dénoncé les violences d'où qu'elles viennent et quelle que soit la personne contre laquelle elles sont dirigées. J'ai condamné les propos sexistes qui étaient tenus contre Marine Le Pen ou contre la conseillère d'Éric Zemmour. J'ai condamné toutes les formes de menaces et de violences, y compris récemment contre Raquel Garrido, par exemple. Je crois que la violence n'a pas la place dans le débat démocratique. Quand un élu doit faire des choix, voter, il ne peut pas le faire sous la menace
menace de mort, sous la menace de violence. C'est la même chose d'ailleurs pour les journalistes. La liberté de la presse, ça fait partie des grands principes qui fondent la démocratie. J'ai vu que des journalistes étaient également menacés, y compris menacés de mort. C'est évidemment odieux et j'invite toutes les personnes, les élus qui sont menacés, à déposer plainte. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a adressé une consigne de fermeté en ce sens en direction des préfets. Pardon, Madame la Ministre, mais pour aller un tout petit peu plus loin sur cette question, je rajoute qu'on a quand même une partie de la société, là, et je parle évidemment de la vaccination, qui est dans un état de défiance extrêmement fort. Est-ce que, par exemple, lorsque le ministre de la Santé, Olivier Véran, dit devant la commission des lois il y a quelques jours que certains Français sont en plein délire, est-ce que c'est de nature à apaiser la situation ? Je pense que le ministre de la Santé, qui lui-même a été médecin hospitalier avant de devenir parlementaire et avant de devenir ministre, connaît parfaitement bien la situation dans les hôpitaux et il a envie d'appeler à faire en sorte que chacun puisse se protéger face au virus. C'est encore l'appel qu'a passé d'ailleurs tout à l'heure le président de la République pendant ses vœux en appelant chacune et chacun à se protéger soi, mais aussi à protéger les autres et à faire en sorte de permettre que le virus ne circule plus et que nous puissions enfin collectivement sortir de cette pandémie. Je crois que c'est un de nos objectifs importants pour l'année 2022. Bon, je vais vous remercier et vous libérer dans une petite minute. Juste à propos de cette soirée du réveillon, Madame la Ministre, vous vous attendez à un nouvel an compliqué. Est-ce que vous avez déjà de premières informations, de premières remontées sur ce début de soirée ? Écoutez, il y a 130 000 forces de sécurité intérieure qui sont mobilisées ce soir, policiers, gendarmes, pompiers, militaires de l'opération Sentinelle. Je veux leur adresser notre soutien. Et je veux rappeler également le travail mené par les associations qui accompagnent les familles de forces de l'ordre qui sont endeuillées ou qui sont blessées. Parce que je rappelle que quand on est membre des forces de sécurité intérieure, on travaille pour protéger les autres au péril de sa propre vie. Donc je les remercie et j'appelle chacune et chacun à respecter les forces de l'ordre mobilisées, particulièrement pour cette nuit de la Saint-Sylvestre. Un brin de légèreté, Madame la Ministre, avant vraiment de vous laisser tranquille, comme beaucoup de Français, comme beaucoup d'entre nous. Vous avez peut-être pris une résolution que vous n'allez pas tenir, comme on le fait tous chaque année. Non, j'ai renoncé aux résolutions, vous savez, j'ai pas de bonne résolution particulière, mais je suivrai les recommandations de CNews à cet égard. Eh ben, n'hésitez pas à nous suivre régulièrement. Alors, merci infiniment. Avec par avance, plaisir. bonne année, un très bon réveillon à vous et rendez-vous donc Bon réveillon à vous. en 2022. Merci Madame la Ministre. En 2022, merci à vous. Marlène Schiappa. J'espère que vous serez plus inspiré que Marlène Schiappa sur les résolutions à prendre pour cette nouvelle année 2022 autour de cette table. Quant à nous, on nous retrouve après une toute petite coupure pub à nouveau afin de poursuivre la discussion autour de cette allocution du chef de l'État. On abordera également la situation sanitaire sur cette menace du variant Omicron avec cette vague de contamination, encore plus de 230 000 cas détectés aujourd'hui. À tout de suite sur CNews. Retour sur le plateau de Soir Info pour cette seconde partie de cette émission. Toujours en ma compagnie, Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique. À vos côtés, Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France. William T. vous fait face, président du think tank Le Millénaire. Et à ses côtés, Ergun Toparslan, vice-président de Territoire de Programme. Nous sommes également en direct à distance avec le professeur Bruno Megarban, chef du service réanimation à Lariboisière, que nous retrouverons dans quelques instants. Et nous rejoindrons également une des équipes de CNews en direct sur le terrain du côté des Champs-Élysées pour voir si l'ambiance est à la fête ou non, compte tenu de la situation sanitaire que nous allons aborder ensemble, des derniers chiffres de l'épidémie. Il est vrai que cette soirée se déroule, on en parlait à l'instant, sous la menace du variant Omicron. L'ambiance n'est pas forcément à la fête pour tout le monde. On pense bien évidemment à ces centaines, ces milliers même de personnes qui sont peut-être isolées car testées positives récemment. Lorsqu'on voit les chiffres, c'est vrai que ces derniers ont de quoi donner le tournis. Plus de 230 000 cas qui ont été détectés aujourd'hui. On parle de cas détectés. Bien évidemment, on imagine qu'il y a de très nombreux cas asymptomatiques potentiellement qui traînent dans la nature, plus 394 personnes hospitalisées et plus 37 patients qui ont dû être pris en charge en service de réanimation. On déplore encore 189 décès. On va voir justement si l'ambiance est ou non à la fête avec notre équipe sur le terrain. Clémence Barbier, nous venons de vous apercevoir à l'écran. Vous êtes aux côtés de ces Français qui sont peut-être dans la rue en train de célébrer ou non. Je vous poserai la question dans un instant. Ce passage à la nouvelle année, vous êtes aux côtés également
également, on la salue, d'Inès Sabatier. Quelle est l'ambiance donc sur place? Est-ce que les restrictions sanitaires en vigueur pour cette soirée du Nouvel An sont bien respectées autour de vous? Dites-nous tout. Eh bien écoutez, il y a beaucoup de monde. Nous sommes aux abords des Champs-Élysées. L'Arc de Triomphe est juste derrière moi. Globalement, les restrictions sont plutôt bien respectées. On sait qu'il est interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique. On n'a vu personne consommer de l'alcool jusqu'à présent, mais c'est vrai que l'heure n'est pas vraiment à la fête avec ces restrictions qui pèsent. Les terrasses sont globalement remplies, vous le voyez, mais malheureusement, les personnes ne peuvent pas danser dans les bars. On a fait d'autres endroits aussi de la capitale et pour le coup, vers le canal Saint-Martin ou alors dans le centre de Paris, des lieux où habituellement le monde se rassemble pour fêter le passage à la nouvelle année, eh bien c'était beaucoup plus calme, presque un vendredi comme les autres. Globalement, nous avons posé la question aux gens, qu'est-ce qu'ils comptaient faire pour ce 31 décembre? Et la plupart d'entre eux nous ont dit que c'était en petit comité à domicile puisqu'il y a nombreux de cas positifs. Merci beaucoup. Merci également à Inès Sabatier, je le disais à l'instant, qui vous accompagne et qui a permis la réalisation de ce duplex. Bernard Cohen-Haddad, les Français, visiblement, selon ce que vient de dire Clémence Barbier, ont pris la mesure de la situation, cette vague Omicron. Ils respectent les gestes barrières, les restrictions qui ont été mises en place pour cette soirée, spécialement du réveillon, pour tenter de limiter la propagation du virus. Je trouve que les Français respectent les règles et puis ils sont solidaires avec les restaurateurs, tous ceux qui restent ouverts. On avait prévu de les fermer, il ne faut pas oublier. Je crois que les Champs-Élysées, ça est l'avenue emblématique. Dans d'autres quartiers de Paris, moi, que les bars, les restaurants puissent être ouverts ce soir, c'est un signe fort, même si c'est quand même 50% de moins de chiffre d'affaires pour beaucoup d'entre eux. Parce que effectivement, devront fermer à 2 heures. Souvent, c'est après 2 heures que là, ceux qui sortent, les noctambules, font vraiment vivre Paris un premier de l'an. Paris est festif, Paris est une ville lumière. Là, c'est un peu été noir, mais en tout cas, les restaurateurs et l'ensemble des activités qui restent ouvertes peuvent l'être. C'est déjà un pis-aller. C'est pas ce qu'on aurait souhaité, mais en tout cas, l'important, c'est qu'ils puissent rester ouverts et surtout que la solidarité des Parisiens et des visiteurs de l'Hexagone soit là. Pour moi, c'est très fort ce geste et je souhaite qu'il y ait effectivement dans le respect, c'est-à-dire de la sécurité et non pas des incendies habituels pour ces moments-là, une vraie solidarité vis-à-vis de nos professionnels de la restauration, des métiers de bouche et aussi des événements qui sont là ce soir, y compris les indépendants. C'est très fort pour eux et c'est important de manifester leur soutien. Malgré ce contexte particulier, on a pu le voir du côté des Champs-Élysées avec ces premières images d'Inès Sabatier, qu'il y a du monde. On voit ces images qui nous proviennent de Clément Lano, un de nos confrères. Il y a énormément de monde. Bien évidemment, les forces de l'ordre qui tentent de faire respecter les différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement et les autorités sanitaires, notamment de notre pays, pour tenter de freiner la propagation du virus. Mais visiblement, ce que nous disait Clémence Barbier, les mesures sont plutôt bien acceptées, même si elles sont contraignantes, bien évidemment. On en a souvent débattu autour de ce plateau, mais bien respecté par les Français pour cette soirée du réveillon. Ouais, généralement, les Français sont assez râleurs. On les connaît, mais quand on voit... Pas tout le temps. Lorsqu'on le voit, lorsqu'on voit depuis le début de la pandémie que malgré les mesures parfois très restrictives, qui sont parfois, même si le président de la République explique qu'elles sont proportionnées, mais qui sont parfois difficilement compréhensibles. On a notamment abordé la question du port du masque lors de la première partie de cette émission, port du masque en extérieur, lorsque les dernières données qui nous proviennent du monde médical montrent que ce n'est pas forcément la première mesure la plus efficace permettant de lutter activement contre cette épidémie. Ouais, c'est certain. Après, voilà, ce que je voulais dire, c'est que les Français étaient généralement râleurs, mais à chaque fois... Ils sont rétractaires tant que vous y êtes aussi. Non, mais ils râlent, parfois à juste titre d'ailleurs. Il y a de quoi, c'est pas facile. Ce sont à chaque fois des contraintes qui touchent notre quotidien, notre façon de vivre et de travailler. C'est vrai que ça manque un moment, mais à chaque fois, ils sont responsables, ils ont choisi leur camp. On a vu notamment avant Noël, il y a eu de nombreux tests qui ont été réalisés. Je pense qu'ils ont compris l'intérêt qu'il y avait, notamment pour leurs proches. Et aujourd'hui, ça a été également le cas, je pense, un des éléments qui explique le nombre important de cas. Il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits, il y a d'énormes files pour la réalisation des tests, en plus des autotests qui ont fait souvent en rupture de stock dans les pharmacies. Maintenant, tout l'objectif, c'est qu'on se retrouve dans une situation avec
qui soit un peu plus favorable. On le voit en Afrique du Sud aujourd'hui, qui a annoncé que le pic épidémique Omicron était passé et que sa gravité était inférieure à celle de Delta. On espère se retrouver vite dans cette situation-là. Mais après, la situation est différente parce que la population sur place est beaucoup plus jeune et différente. Exactement. Et nous, on rentre dans une période de rentrée scolaire dès lundi, y compris de rentrée professionnelle. Et il faut à chaque fois faire en sorte que l'ensemble des entités de notre société, que ce soit les entreprises, les travailleurs, jouent le jeu avec notamment le télétravail, mais également nos élus, nos politiques qui s'occupent de nos transports, fassent en sorte qu'on ne se retrouve pas, par exemple, serrés comme des sardines dans des transports en commun, qui serait complètement déraisonnable. On a vu des images aujourd'hui dans le métro parisien qui étaient assez accablantes sur le sujet-là. Nous allons justement faire un point précis sur la propagation de cette épidémie, la situation actuellement dans nos hôpitaux avec le professeur Bruno Megerban qui nous suit à distance. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière. Est-ce que les mesures qui ont été décidées dernièrement, depuis lundi, sont des mesures qui sont capables de freiner la propagation du virus et notamment la propagation de ce variant Omicron ? Écoutez, il faut voir les mesures. Vous nous envoyez des messages subliminaux avec des petits cœurs que nous voyons défiler sur votre écran. En tout cas, ce sont des cœurs et des messages d'amour, bien évidemment. Merci. Allez-y. Écoutez, ce sont des mesures qui, juxtaposées les unes aux autres, peuvent éventuellement limiter l'importance de la progression de l'épidémie. Bien sûr, malheureusement, on ne pourra pas freiner et renverser la vapeur comme on aurait pu le faire avec des mesures beaucoup plus strictes de confinement. Mais ce sont des mesures qui allient à la fois l'acceptabilité de la population et qui permettent malgré tout de limiter la progression de l'épidémie et donc, on l'espère évidemment, les conséquences hospitalières. Car à nouveau, aujourd'hui, nous ne parlons que d'épidémies de contamination. Dont la majorité des personnes sont strictement asymptomatiques ou présentent des formes mineures de symptômes. Par contre, évidemment, l'inquiétude vient du fait de savoir est-ce que ces contaminations vont finir par se traduire chez certaines personnes par des signes cliniques plus graves qui entraînent leur hospitalisation ou leur admission en réanimation. Évidemment, comme vous le savez, on ne le sait pas. Il faut un recul d'une quinzaine de jours entre les contaminations et les hospitalisations, mais il faut y rajouter au moins une quinzaine de jours supplémentaires pour que les chaînes de contamination qui actuellement affectent essentiellement des personnes jeunes, sans comorbidité et vaccinées, puissent toucher des personnes plus âgées avec comorbidité, voire des personnes non vaccinées qui s'autoconfinent dans un premier temps. Justement, est-ce que vous êtes inquiet lorsqu'on voit ces chiffres de contamination ces derniers jours, plus de 200 000 contaminations quotidiennes enregistrées au minimum dans notre pays, 232 200 enregistrées pour la seule journée d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut craindre à nouveau, après cette vague de contamination, une vague d'hospitalisation dans notre pays ? Écoutez, un certain nombre d'informations venant d'Afrique du Sud, du Royaume-Uni et du Danemark donnent certaines perspectives optimistes. Il semblerait évidemment, comme vous le savez, qu'il y a une baisse du taux d'hospitalisation très importante, mais aussi il y a une baisse de la gravité lorsqu'on est hospitalisé. On a besoin de moins d'oxygène, on a besoin de moins d'aller en réanimation et on a probablement des taux de létalité plus faibles. Parce qu'on a affaire à nouveau à une population très bien vaccinée. Mais comme vous le savez évidemment, au vu de l'importance des contaminations, il risque d'y avoir des contaminations de personnes d'abord non vaccinées, qui à mon sens pourraient risquer exactement la même chose avec Omicron qu'avec Delta ou avec tout autre variant. Mais aussi on va atteindre des personnes plus âgées avec des comorbidités, notamment par exemple dans les EHPAD, où même une infection banale des voies aériennes supérieures pourrait aggraver leur pathologie chronique d'insuffisance cardiaque ou d'insuffisance respiratoire. C'est pourquoi nous sommes relativement vigilants et les hôpitaux, notamment en région Île-de-France, ont pris la décision de procéder à une déprogrammation pour pouvoir redéployer le personnel soignant, désormais, comme vous le savez, en nombre extrêmement limité, vers les secteurs qui vont s'occuper des patients Covid, qui vont s'occuper des urgences et de réanimation, car évidemment, en janvier, nous serons aussi dans la période hivernale habituelle avec nos patients âgés qui décompensent, avec la grippe,
avec tous les problématiques de la vie habituelle qui déjà saturent largement nos services. C'est pour cela peut-être que le président de la République, lors de son allocution, a expliqué que les semaines à venir seraient des semaines difficiles, même si je crois comprendre que nous saurons y faire face par rapport à ce que vous venez de dire sur notre antenne. Oui, bien sûr, on va dire l'hôpital public fera face. Aucune personne ne sera laissée sur le côté. Évidemment, notre éthique nous interdit de ne pas s'occuper ou de trier les patients selon leur statut Covid ou leur statut vaccinal. Toutes les personnes seront soignées de façon optimale, mais c'est vrai que si la pression devenait importante, nous allons devoir réorganiser le fonctionnement de l'hôpital de façon urgente et évidemment, nous allons mettre à contribution pour des soins parfois un peu lourds, des services qui n'en ont pas l'habitude. Nous allons devoir ouvrir des lits éventuellement de réanimation éphémère dans des blocs opératoires, comme ça a été fait au cours des vagues précédentes. Alors c'est vrai, c'est dommage aujourd'hui de devoir utiliser des méthodologies d'il y a 2 ans, alors que ce que l'on vit était un peu prévisible et que malheureusement, l'hôpital n'a pas su se réformer, ou en tout cas n'a pas reçu les moyens et les directives de se réformer, de se renforcer. Et on voit bien qu'il faut une réforme de structure de fond qui doit être débutée très rapidement dès les élections présidentielles, car évidemment c'est une réforme qui va mettre du temps et qui ne donnera ses résultats peut-être d'ici 1 ou 2 ans. Merci beaucoup Bruno Megherban. Restez avec nous si vous souhaitez réagir aux propos que tiennent nos invités ces 10 prochaines minutes. Eric Guntoparslan, qu'est-ce qu'on attend ? Cela fait 2 ans, il y a une pandémie et là on voit encore et toujours des soignants, en l'occurrence le professeur Megherban nous expliquait qu'il faut réformer cet hôpital pour faire face potentiellement, même parfois certains médecins nous disent, pour faire face aux prochaines pandémies si nous sommes confrontés à nouveau à de telles pandémies les années, les décennies qui viennent. Oui, tout d'abord, en 1 an, on a investi plus qu'en 20 ans dans l'hôpital public. Et aujourd'hui, quand le professeur Megherban dit également qu'il n'y aura pas de tri et que peu importe le statut de nos concitoyens, ils seront traités dans l'hôpital public, c'est plutôt rassurant. Et oui, mais aussi, dans le même temps, il explique qu'on doit déprogrammer un maximum d'activités chirurgicales, médicales, toutes celles qui peuvent l'être pour faire face. Ça fait partie des... Notamment le message aux non-vaccinés, c'est que la responsabilité qu'ils portent aura un impact aussi à moyen et long terme avec toutes les opérations et les traitements qu'on reporte à cause d'une suroccupation de nos lits et de nos hospitalisations par des cas Covid. Aujourd'hui, on sait qu'on a une arme contre le Covid. Notre objectif, c'est de faire en sorte de l'utiliser au maximum. On ne le fait pas parce qu'on a une frange de notre population qui est toujours pas vaccinée. Au-delà de ça, si on prend un peu plus de hauteur, à l'échelle mondiale, on a une très grande partie de la population qui est toujours pas vaccinée et qui mettra beaucoup de temps à se faire vacciner. Donc maintenant, on peut imaginer qu'il y a d'autres variants qui vont arriver et qui vont toucher notre continent et notre pays. Mais au-delà de ça, il pointe un problème de fond, structurel dans l'hôpital public, qui a subi pendant 20 ans beaucoup de politiques, avec notamment des choix budgétaires très souvent, une vision assez administrative, une gestion assez budgétaire de l'hôpital public. Et évidemment, c'est pendant un claquement de doigts qu'on va régler ça. Il y a également le volet formation, notamment des aides-soignants, des infirmiers et des médecins, qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas utiliser toute la capacité hospitalière qu'on a nous aujourd'hui par manque de personnel. Donc tous ces éléments-là, et je pense que ça serait noble de l'avoir dans un débat politique, plutôt que d'avoir des débats sur telle ou telle ethnie ou religion, d'avoir des propositions concrètes de chaque candidat sur l'hôpital public, quelle est la vision, quelles sont les perspectives. Aujourd'hui, le président de la République, il a un bilan, effectivement, il le porte sur les 5 dernières années, mais il a aussi un bon bilan avec la loi Ségur. Est-ce suffisant ? On voit que non. Maintenant, l'idée, place au débat, place aux politiques pour faire des propositions. On continue le débat justement, Bernard Cohen. Oui, sur la santé, on voit bien que l'hôpital public a besoin de moyens, de considération pour ses personnels, de meilleurs salaires, ça on le voit bien, et ça c'est pas encore le cas. Ceci étant, aujourd'hui on est dans l'urgence. Et tout le mérite de ces personnels, c'est de travailler avec des moyens qui ne sont pas au niveau de leurs attentes et une difficulté de surcharge des lits. Ça a bien été dit par le professeur Megherban. D'ailleurs, on déprogramme pour pouvoir soigner ceux qui sont en priorité et qui ont besoin en priorité de soins. On est en période de gestion de crise. En période de gestion de crise, y compris dans l'entreprise, on ne fait pas de réforme. C'est désorganisé, ce qui est déjà mal organisé. Mais sans doute, on a besoin, non seulement dans l'hôpital public, mais aussi dans tout le système de santé sur le territoire, d'un meilleur cadre, une meilleure organisation, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'hôpital est au centre de la préoccupation des Français. Et ça, c'est extrêmement important, l'accès aux soins, non seulement pour les plus modestes, mais pour tous ceux qui ont besoin de soins. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour des raisons de crise Covid. Et c'est important qu'il y ait une meilleure répartition des soins et une meilleure répartition aussi des services de santé sur l'ensemble des territoires pour éviter les déserts médicaux.
Ce sera l'un des enjeux majeurs de cette campagne présidentielle, ces prochains mois qui vont s'écouler, justement, cette thématique de la santé, de l'accès aux soins dans notre pays, Frédéric Durand. En tout cas, ce serait souhaitable. Que ce soit, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ce serait souhaitable, parce que là sont les vrais, me semble-t-il, les vrais enjeux. Juste pour rappeler, la situation ne tombe pas du ciel. L'hôpital public, on l'a financé jusqu'il y a encore 20 ans par des dotations globales qui étaient calquées sur l'année précédente. On a décidé de mettre l'hôpital public, maintenant depuis une quinzaine d'années, c'est vraiment parti en janvier 2008 avec ce qu'on appelait la tarification à l'activité, c'est-à-dire qu'on a mis exactement sur le modèle du privé le public, sauf qu'il y a une grosse différence entre le privé et le public, c'est que le privé peut refuser des patients. Les patients qui ne rapportent pas, ils se retrouveront aux urgences de l'hôpital public, qui ne peut lui refuser personne. Donc cette logique, j'allais dire, ultra-capitaliste, la faire rentrer dans la santé, ça a été en vérité une catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, quand c'est tarifié à l'activité, qu'est-ce que font les hôpitaux pour gagner ? Ils ont intérêt à pratiquer les soins les plus chers, je dirais, pour pouvoir effectivement garder la tête hors de l'eau. Donc il y a tout ça à changer. Et ça date, c'est pas que d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a très bien vu l'état de l'hôpital en 2018. Il a voulu même ne pas avoir agi, ne pas avoir pris la mesure réellement. Parce que je rappelle qu'avant la crise sanitaire, il y avait d'immenses manifestations des soignants dans ce pays. Et donc, elles ont perduré durant la crise. Elles ont perduré, on n'a pas répondu aux attentes. Le Ségur a été, permettez-moi, une emplâtre sur une jambe de bois, en vérité, par rapport aux besoins. Parce que effectivement, 19 milliards quand même. Et effectivement, c'est structurel. C'est pas qu'une question de mettre de l'argent à un instant T. C'est une question de changer le système et de revenir à un système où on sort de la marchandisation de la santé. C'est ça la vraie problématique. C'est où on considère que la santé est une marchandise comme une autre qui peut rapporter, qui doit faire des bénéfices, ou on considère que la santé est un bien extrêmement précieux et que par voie de conséquence, on la sort d'une gestion marchande. Et je crois que pour l'instant, je n'ai pas entendu Macron, ni d'ailleurs pas beaucoup de candidats, dire oui, il faut peut-être ce changement-là structurel. On a pensé un blessé à l'hôpital public qui est blessé, mais on ne l'a pas soigné encore, William Tay. De ce qu'on entend des différents candidats à l'élection présidentielle, c'est qu'il y a différentes méthodes. Un, c'est rajouter de l'argent à un système qui est complètement perdu et qui est mort. Deuxième solution, c'est revenir au système d'avant. Moi, je pense qu'il faut complètement changer de système. C'est-à-dire que le système actuel ne fonctionne plus pour différentes raisons. Premièrement, on assiste à un vieillissement de la population française dans les prochaines années. Donc les soins et la demande de soins va être croissante. Deuxième point, les soins les plus graves vont coûter de plus en plus cher. Donc il y aura une pression budgétaire très intensive sur la question de l'hôpital public. Et maintenant, comment on fait pour le financer actuellement ? Parce que comment on va faire ? Si on ajoute des moyens supplémentaires tels que c'est demandé par tout le monde, c'est les Français et le contribuable qui va payer. Donc c'est des contributions soit d'entreprise, pas d'argent magique, soit de contributions d'entreprise, soit des contributions de particuliers. On ne souhaite pas augmenter les contributions des particuliers, on ne souhaite pas augmenter les contributions des entreprises. Donc il est infinançable le système. Le seul moyen, c'est de réformer en profondeur le système de l'hôpital public qui ne fonctionne pas. Les Français sont arrivés au début de la crise sanitaire en 2020 en pensant qu'ils avaient le meilleur système de santé du monde et qu'il n'a pas tenu 3 mois, notamment en comparaison par rapport à l'Allemagne, alors que nous dépensons le même dépense par habitant et qu'ils ont 4 fois plus de lits de réanimation que nous. Donc il y a un véritable problème de fond. Les médecins allemands sont payés entre 15... Ils ne comptent pas exactement les lits de réanimation de la même manière que nous. Mais il y a d'autres points. Les rémunérations sont entre 15 et 23% supérieures en Allemagne pour les soignants, à la différence de la France. La France rémunère les dépenses d'infrastructure et des personnels administratifs entre 30 et 35% de plus que son voisin allemand. Donc il ne faut pas utiliser de l'argent supplémentaire, il faut trouver un moyen de pérenniser et de refonder le système de l'hôpital public. Moi je pense que sur la question de l'organisation, il faut baisser les dépenses administratives et de toute façon, globalement, les dépenses administratives de l'État qui sont trop importantes et qui font de l'administratif plutôt que du soin. Et laissez-moi terminer. Deuxième point, sur la question de l'organisation de l'hôpital. Le seul moyen qui est possible actuellement, avec nos moyens limités et en termes de pérennité, c'est d'avoir un système de soins de proximité qui est la médecine de ville et organiser et fusionner les grands établissements publics pour qu'ils soient spécialisés et qu'ils deviennent les meilleurs du monde. C'est le meilleur système de soins possible et c'est une question d'organisation plus large, en question de transport, comment on fait pour connecter la ruralité et la France périphérique au système de soins les meilleurs. On va rejoindre un instant Bruno Megarban qui est toujours avec nous. Le regroupement des hôpitaux, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Bichat-Beaujean, on va le supprimer pour faire un grand hôpital à Saint-Ouen et on perd chaque fois des lits. C'est-à-dire que chaque fois que ce type d'opération est menée, on perd des lits. Je rappelle que jusqu'aux années 70, c'était la cotisation qui finançait l'investissement de l'hôpital. Depuis, l'hôpital va emprunter sur le marché financier l'argent. C'est-à-dire que les soignants ne sont plus là pour soigner, mais pour rembourser une dette. Donc, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ce que vous dites dans le système. C'est savoir quels sont les moyens de financement à la base. Est-ce qu'un hôpital public doit rembourser de l'aide ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que
l'hôpital public est là pour rembourser des intérêts sur des emprunts faits sur les marchés financiers. Moi, je ne le crois pas. C'est-à-dire qu'il faut prendre à bras le corps cette question. Parce que regardez l'éducation, que je sache, on ne va pas emprunter sur les marchés financiers pour la faire vivre. Ça coûte très cher, ça coûte 65 milliards d'euros par an à la France, l'éducation, et ça ne rapporte pas, mais on le fait. Donc c'est dans cette perspective-là qu'il faut réfléchir. Est-ce qu'il faut mettre la santé au niveau de l'éducation dans l'utilité que ça peut représenter pour nos compatriotes? Ou est-ce qu'on va en faire simplement des éléments marchands? Bruno Meyer-Gerban nous écoute, chef du service réanimation à la Ribosière. Vous êtes resté, vous écoutez depuis tout à l'heure le débat, l'échange que nous avons sur ce plateau autour de la réforme en profondeur de l'hôpital, ce que vous appelez bien évidemment de vos voeux. Est-ce que vous déplorez qu'actuellement cette question de l'accès aux soins, de la réforme de l'hôpital public en l'occurrence, ne soit pas au cœur des préoccupations des différents candidats à l'élection présidentielle? Alors vous avez raison, mais nous avons espoir évidemment qu'elle y rentre de plein pied lorsque, on va dire, la campagne électorale la plus intensifiée va commencer. Ça va être l'un des sujets importants. Il faut effectivement d'abord sortir de la crise épidémique actuelle, mais il faut très rapidement réformer, comme ça a été expliqué, remettre le soin, la mission du soignant au centre de l'organisation hospitalière, revoir la gouvernance, rendre les différents postes de travail attractifs, car aujourd'hui, évidemment, à peine nous formons des soignants, des infirmiers, des aides-soignants, qu'ils s'en vont ailleurs, parce qu'effectivement, écoutez, sans possibilité de progression de carrière à l'hôpital. Et puis évidemment, il faut réduire la part de l'administration qui s'est automultipliée ces dernières années avec des strates administratives qui rendent les... Et nous venons malheureusement de perdre la connexion avec Bruno Meyer-Gerban. Je voulais savoir ce qui passait des ARS, moi, lui poser la question. On aurait pu lui poser la... Ah, il est de retour. Il est de retour. Bruno Meyer-Gerban, est-ce que vous nous entendez? Oui, tout à fait. Allez-y, poursuivez. Voilà, donc j'allais dire, effectivement, nous attendons à ce que cette réforme de l'hôpital public, mais bien au-delà, évidemment, que le projet de santé de chacun des candidats soit exposé et que nous puissions, bien sûr, décider en fonction des différentes propositions. Merci beaucoup à vous. Passez un très bon réveillon si vous ne travaillez pas. Peut-être que vous travaillez ce soir, mais nos meilleurs vœux pour l'année qui débute. L'attractivité, c'est peut-être toute la question, si ce n'est la question essentielle. Le président a répondu quand même. Aujourd'hui, une aide-soignante, ça gagne quoi? Ça gagne 1 340 € net par mois. Ouais. Vous savez, on sait rendre un métier attractif ou pas. Qu'est-ce qui fait? Il y a deux éléments pour moi qui font que le métier est attractif. Un, c'est d'être considéré dans ce que nous faisons. Deux, c'est avoir un salaire décent. Et là, il s'avère que les métiers, par exemple, tout ce qui est de soignant, c'est des horaires décalés, c'est extrêmement chronophage pour la vie familiale, etc. Et ça n'est pas rémunéré à hauteur de ce que ça devrait l'être. Et je crois qu'il faut rendre à nouveau ces métiers attractifs parce qu'ils sont, et on l'a vu là, mais ça arrivera à nouveau, parce qu'il ne faut pas croire qu'on va passer, ça va réarriver. Et donc, là, on a simplement mis à nu l'état de notre hôpital. Je rappelle que la France était considérée comme ayant le meilleur système de santé du monde. En tout cas, voilà, il avait cette réputation. Mais tout ça s'est construit aussi après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire quand on a pensé un système de solidarité. Peut-être pas revenir sur le système de solidarité d'après-guerre mondiale, mais c'est exactement celui-là sur lequel on dit la sécurité sociale, c'est ça. Non, mais justement, le président de la République dans ses vœux d'aujourd'hui, quand il parle d'investissement massif dans les nouvelles technologies, dans les technologies du futur, dans l'intelligence artificielle, c'est en ça aussi, c'est des perspectives qu'on doit mettre en œuvre pour lutter contre les déserts médicaux. Parce que par exemple, il y a beaucoup de territoires en France où on a des télémédecines qui se mettent en place, des capsules avec des connexions en direct avec des médecins qui ne se retrouvent pas dans la même ville, mais qui pourront traiter une grande partie des maladies. Mais c'est très bien tout ça. Mais c'est très bien. Mais il faut payer les soignants, c'est-à-dire qu'il faut payer les gens correctement. Voilà. Ça nécessite aussi un investissement massif. Et quand le président de la République, dans sa philosophie, dans les technologies du futur, c'est cette perspective-là qui trace aussi. Mais la start-up santé, ça marchera, et personne n'est contre, la start-up santé. Mais je veux dire, que si vous mettez le modèle, référence à la Start-up Nation qui avait été. Je répète que si on ne paie pas décemment les soignants, si on ne rend pas à nouveau ce métier attractif, eh bien, on va former des gens qui vont partir dès qu'ils seront formés parce que les conditions sont de trop mauvaise qualité. Très importante dans la prévention. Et on poursuit le débat dans un instant après une très courte coupure pub. On retournera sur le terrain, notamment voir peut-être Jean Castex qui est aux côtés des forces de l'ordre qui
On lui présente le dispositif de sécurisation aux alentours. Vous voyez cette image qui nous provient en direct, aux alentours notamment de l'artère principale de Paris, de la capitale, que sont les Champs-Élysées. Vous voyez ces quelques images qui nous proviennent en direct. À tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info, avant de poursuivre le débat avec mes invités autour des restrictions sanitaires notamment. Nous nous rendrons sur le terrain dans un instant voir Jean Castex aux côtés des forces de l'ordre. Mais avant cela, les principales actualités de la journée qui vous sont résumées à vous, très chers téléspectateurs, par Barbara Durand. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. À la une de ce vendredi 31 décembre, les traditionnels vœux du président de la République, les derniers de son quinquennat. Dans son allocution, Emmanuel Macron a rappelé l'importance de la vaccination. Et même si, comme il le dit, les semaines à venir seront difficiles, il y a de vraies raisons d'espérer, notamment grâce au vaccin, et que 2022 serait peut-être l'année de sortie de l'épidémie. Le président de la République, justement, qui a été devancé ce vendredi, tous les candidats à l'élection présidentielle ont posté dans la journée leur message de bonne année. Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, Éric Zemmour a dit adieu à Emmanuel Macron. 2022 sera une année cruciale pour la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen. Enfin, Anne Hidalgo prolonge son appel à l'union. La maire de Paris a proposé aux Français de suivre avec elle le chemin du courage et de la justice. Covid oblige, la Saint-Sylvestre est cette année encore un peu moins festive. S'il n'y a pas de couvre-feu, il y a tout de même des restrictions. À Paris, les bars et restaurants fermeront à 2h du matin. La consommation d'alcool est interdite sur la voie publique. Les grands rassemblements et les feux d'artifice sont annulés. Ce vendredi, 232 000 nouveaux cas ont été enregistrés. Un nouveau record face à la flambée de l'épidémie. Le patron de l'assistance publique des hôpitaux de Paris a ordonné la déprogrammation massive d'opérations. Enfin, alors que la France passera dans moins de 2 heures en 2022, de l'autre côté du globe, le Nouvel An a déjà été célébré. Regardez ces images de Dubaï, le feu d'artifice sur la tour du Burj Khalifa. Au total, il y a eu 36 feux d'artifice sur 29 sites dans l'Émirat. À Hong Kong, les célébrations pour la nouvelle année ont été spectaculaires. Il n'y avait aucune restriction. On termine avec cette foule de dizaines de milliers de personnes en Corée du Nord. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. La suite avec vous, Florian. Merci beaucoup, Barbara Durand. On vous retrouve d'ici 1 heure pour un nouveau point sur les principales actualités de ce vendredi, à quelques minutes donc du passage à la nouvelle année. Les Français qui s'apprêtent donc dans un contexte particulier, bien évidemment, vous en parliez à l'instant, Barbara Durand, deuxième année sous Covid, le passage à la nouvelle année avec cette menace de la propagation du variant Omicron. On en a parlé longuement durant la seconde partie de cette émission sur les conséquences potentiellement sur l'hôpital, contexte particulier également car de nombreuses restrictions sont en vigueur ce soir pour limiter ou tenter au mieux de limiter la propagation du virus. Jean Castex, le Premier ministre, est aux côtés des forces de l'ordre qui œuvrent donc en nombre cette soirée pour tenter de faire respecter ces nombreuses restrictions en vigueur pour cette soirée si particulière. Vous voyez Jean Castex, le Premier ministre, aux côtés, donc notamment ici de la brave, des forces qui sont capables de se déployer rapidement dans la capitale, notamment puisqu'il se trouve aux abords des Champs-Élysées. Nous sommes peut-être en direct avec Clémence Barbier, qui est l'une de nos équipes déployées sur le terrain pour tenter de voir comment se déroule cette soirée si particulière du réveillon. Clémence Barbier qui est avec Inès Sabatier, que nous retrouverons dans quelques minutes. Elle est là, m'informe-t-on en régie. Clémence Barbier, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes toujours aux abords de cette avenue des Champs-Élysées? Il y a, je le vois sur les images d'Inès Sabatier, énormément de monde à vos côtés. Est-ce que les restrictions sanitaires qui sont en vigueur pour cette soirée si particulière sont bien respectées? On voit que le port du masque, pas forcément autour de vous. On a un problème de son, m'informe-t-on en régie. Nous tenterons de retrouver d'ici quelques instants Clémence Barbier et Inès Sabatier. Qui nous entendent, m'informe-t-on à nouveau en régie. Est-ce que vous m'entendez bien, Clémence Barbier? Bonsoir. Oui. Oui, je le disais à l'instant, je ne sais pas si vous avez pu entendre ma question. Il y a beaucoup de monde. Ma question portait sur les restrictions sanitaires. Est-ce qu'elles sont bien respectées? Je disais que pas forcément. On voit des personnes qui portent le masque, d'autres qui ne le portent pas. Quelle est la situation sur place? Est-ce que l'esprit, néanmoins, est à la fête autour de vous?
Eh bien écoutez Elliot, c'est vrai que les restrictions ne sont pas forcément très bien respectées. Vous l'avez dit, le port du masque est souvent porté sous le nez ou au menton. En revanche, l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique est bien respectée. Nous avons vu personne en train de boire de l'alcool sur ces Champs-Élysées. On sent l'effervescence de ce nouvel an. Il y a, comme vous le voyez sur les images, énormément de monde sur ces Champs-Élysées. Mais c'est vrai que la situation n'est pas tout à fait la même dans les autres quartiers de Paris. On s'est baladé du côté du canal Saint-Martin ou alors dans le centre et l'ambiance était beaucoup moins à la fête. Les terrasses sont remplies, mais il y a toujours l'interdiction de danser dans les bars et ça plombe un peu l'ambiance. Merci beaucoup à vous. Merci également à Inès Sabatier qui vous accompagne. Nous tenterons bien évidemment de vous retrouver dans quelques minutes afin de faire un point sur la situation. Est-ce que l'esprit est à la fête? Visiblement, soirée en demi-teinte, Ergun Toparslan. Oui, c'est ce qu'on voit. Bon, c'était prévisible. Après, l'histoire de l'alcool, il faut faire attention. Il y a des bouteilles d'eau qui ont des couleurs un peu bizarres. Donc, oui, bien évidemment, on connaît c'est vrai que c'est pas une fête comme d'habitude. On connaissait les Champs-Élysées comme étant l'endroit où il fallait y être pour rentrer dans la nouvelle année. Mais là, on voit que c'est un peu plus morose, on va dire. C'est complexe d'espérer, d'imaginer que cette année, comme le disait, on en parlait au tout début de cette émission, Emmanuel Macron, cette année 2022, qui pourrait peut-être être l'année de la fin de cette pandémie, d'espérer, de fêter le passage à cette nouvelle année tout en respectant les mesures sanitaires, respectant de nombreuses contraintes. Je pense que c'était une erreur de mettre des mesures de restriction le 31 décembre, dans la mesure où c'était un acte symbolique et qu'en fait les actes symboliques, on le sait désormais, il y a un fort axe psychologique dans les termes de politique publique. On l'a vu lorsque Donald Trump a été élu, alors qu'il n'était pas encore président des États-Unis, le fait qu'il y ait une transition d'environ 2 mois, avec le fait qu'il ait été élu, les demandes de visa en direction des États-Unis avaient baissé de 75%. Et dans la mesure où Emmanuel Macron a mis des mesures implicitement de restriction de liberté, en instaurant un couvre-feu implicite le soir de Paris, ça donnait un signal à l'ensemble de la population qui s'est auto-censurée plutôt que de sortir. Et quand nous vivons une crise systémique, dans la mesure où ça touche tous les mêmes pays en même temps, et les autres pays ont quand même mis un semblant de célébration pour célébrer cette année, parce qu'il faut reprendre, si on prend le début de la crise, il y a quand même des actes qui rappelle un peu d'optimisme, dans la mesure où, en moins d'1 an, on a réussi à créer un vaccin. Dans moins d'1 an, on a réussi à vacciner une partie de la population mondiale. En moins de 2 ans, vraisemblablement, la crise sera endémique, donc elle sera plus grave pour une partie de la population. Et donc, du coup, il fallait célébrer, en fait, cette année, parce que l'année 2020 n'est pas la même que l'année 2020. Si par cas, en 2020, on ne célébrait pas les festivités, j'aurais compris, dans la mesure où beaucoup de personnes étaient décédées, nous n'avons pas de réponse par rapport à cette crise, mais 2021 est une année différente. Et je pense que le président de la République, surtout pour une ville comme Paris, aurait dû maintenir les festivités pour montrer à la population, dans son ensemble, que la France résiste et que la France a toujours été au rendez-vous de l'histoire grâce à la puissance de son esprit et la grandeur de sa réalisation. Transition tout trouvée, je vous ai demandé juste avant le début de cette émission de désigner vos tops, vos flops, vos personnalités qui ont, selon vous, marqué cette année 2021. On commence par vous, Bernard Cohen-Nadal, qui, selon vous, très rapidement, puisqu'il nous reste très peu de minutes. 2 personnalités pour moi. Bernard Tapie, Jean-Paul Belmondo. Qui sont justement, décédés, mais des Français de caractères différents, un dynamique, un généreux, un flamboyant. Et pour moi, ce sont les 2 hommes qui marqueront l'année 2021. Ils nous ont quittés, mais pour autant, ils ont été aimés beaucoup par les Français. Avec un top, le quoi qu'il en coûte, pour soutenir l'économie, et un flop, l'affaire du contrat des sous-marins. Ce n'est pas le seul flop autour de cette date. Le contrat du siècle, qui n'a pas été le contrat du siècle et qui a créé une crise et une perte de l'influence de la France dans la zone Indo-Pacifique. C'est dommage. Et puis, c'est ça qui, pour moi, aura marqué le flop de l'année 2021. C'est également votre flop, William Tay. C'est également mon flop et ça marque l'avènement de l'Asie par rapport à l'Occident. Ça marque le déclin de l'Europe par rapport aux États-Unis et par rapport à l'Asie. Et au sein de l'Europe, ça marque le déclassement de la France dans la mesure où la France a été humiliée. Et Emmanuel Macron, dans ses vœux, a dit que la France était plus forte aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Moi, je pense que si, en absolu, la France a résisté, relativement, en fait, nous sommes moins puissants dans le concert des nations. Nous pesons moins au sein de l'Union européenne et nous pesons moins au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. On le voit notamment avec Vladimir Poutine, qui est un pays qui est relativement avec le même PIB que nous, la même notion d'armée, et pourtant nous pesons moins dans les différentes zones du monde. Avec un top, les Français résilients, bien évidemment, pendant la crise sanitaire, on en a beaucoup parlé durant cette émission. Et personnalité de l'année, pour vous,
Éric Zemmour? Oui, j'en avais mis deux. J'avais mis d'abord Boris Johnson, mais je pensais que c'était important de mettre une personnalité politique française. Quel est leur point commun? Boris Johnson, pour une raison, c'était parce qu'il avait trouvé le remède, une sortie de stratégie de crise sanitaire pour que nous puissions vivre avec le virus. Et Éric Zemmour, pourquoi est-ce que je l'ai pris? En fait, parce qu'il a réussi, en étant chroniqueur, il a trouvé un nouveau modèle pour faire de la politique. Il renoue en fait la politique au sens classique, dans le sens littéraire. Il a pu réussir à rendre l'élection présidentielle incertaine, parce qu'avant sa candidature, il était quasiment certain qu'Emmanuel Macron soit réélu. Et il a permis deux choses. Il a permis de mettre un doute sur qui va gagner entre Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse. Et deuxième point, il a permis d'instaurer dans le débat public des thèmes importants comme la question du déclassement de la France et la question de perspective et la question du sursaut et de la grandeur française. Frédéric Durand, très court. Pour vous, la personnalité de l'année, c'est Étienne Klein pour son travail de vulgarisation. Oui, Étienne Klein. Bon, d'abord, pour moi, il est un... Qui est-il d'ailleurs pour les téléspectateurs qui nous écoutent? Un philosophe des sciences, et puis c'est un physicien, et puis c'est quelqu'un qui vulgarise, donc il y a un travail inlassable de vulgarisation de la science. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il nous parle, nous rend plus intelligents, c'est pas si fréquent. Et voilà, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance en plus de rencontrer cette année, et donc pour moi, il m'a beaucoup marqué. Dans les événements, évidemment, je pense que la panthéonisation de Joséphine Baker a été un événement extrêmement marquant. Et puis dans les flops, évidemment, moi j'ai été assez traumatisé, je dois l'avouer, par l'attaque du Capitole le 6 janvier dernier par les partisans de Trump. Qui a marqué les esprits, bien évidemment. On termine très rapidement avec vos tops, vos flops et la personnalité de l'année, Éric Gunto-Parslan. Personnalité de l'année, Thomas Pesquet. Top, Covax, initiative Covax, qu'il va falloir accentuer pour pouvoir vacciner l'ensemble de la planète. On en est loin pour l'instant. Et le flop, le PSG en Ligue des Champions. Oui, la personnalité de l'année, parce que c'est le premier Français commandant de la Station spatiale internationale, et ça a surtout démocratisé notamment l'épopée dans l'espace à de nombreux Français. Il a eu une communication très intéressante pendant son épopée-là. Ensuite, le top, l'Europe qui est en tête du Covax avec le partage des vaccins sur toute la planète. Et le flop, voilà, un peu personnel, je suis fan de football et c'est vrai que ça fait beaucoup d'années qu'on attend le PSG gagner avec des champions. Ça n'a pas été encore le cas l'année dernière. On espère l'année prochaine. Merci à vous quatre pour ce débat éclairé, animé bien évidemment comme à chaque fois. Vous avez rendez-vous dans un instant avec Julien Pasquet qui a eu l'honneur d'échanger avec Marlène Schiappa suite à l'allocution du président de la République, donc pour ses vœux aux Français, dernier vœu peut-être du chef de l'État s'il n'est pas réélu en avril prochain. Merci à vous. Bonsoir Madame la Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté. Merci de réagir sur CNews en direct après les vœux du président de la République. Encore des vœux, Madame la Ministre, sur fond de crise pour le président. Il y a un an, on s'en souvient, après 10 mois d'épidémie, il lançait déjà l'espoir est là. Allusion au début de campagne vaccinale, notamment, il promettait ce fameux nouveau matin français. Vous vous accorderez peut-être avec moi à dire qu'on en est quand même encore très loin. Le président qui a voulu ce soir encore une fois porter pourtant ce message d'unité, d'espoir. Comment y croire franchement, Marlène Schiappa, au beau milieu d'une 6e vague pandémique? Oui, d'abord, si vous me le permettez, je veux souhaiter un bon réveillon à tous les téléspectateurs de CNews pour ce 31 décembre. Par rapport aux vœux du président de la République, effectivement, le président a partagé des vœux d'unité, des vœux de confiance et des vœux aussi d'amour de la France. Il a rappelé un certain nombre d'éléments du bilan de notre pays, qui est un bilan collectif, à la fois sur la réindustrialisation, mais aussi sur la mobilisation face au virus, en apportant une touche d'optimisme pour 2022 et en rappelant que la France a cet esprit de résistance et que quand le peuple français est uni, il peut beaucoup. Vous n'avez pas l'impression qu'il a manqué de prudence en évoquant, pourquoi pas, la fin du virus d'ici 2022, quitte à décevoir encore les Français ? Je crois que c'est le rôle du président de la République de donner un cap et de donner de l'espoir. C'est un espoir qui est fondé sur la science, sur un certain nombre d'analyses et notamment sur la mobilisation des Français. On parle beaucoup des Français qui ne veulent pas respecter les mesures sanitaires, mais il y a une immense majorité de Français qui, bon gré mal gré, respectent ces mesures, se font vacciner, portent le masque, font attention aux autres, à protéger les plus fragiles, les personnes âgées. Je pense que c'est important aussi de le rappeler. Et puis le président de la République a adressé un mot de soutien à toutes celles et ceux qui sont en première ligne ce soir. Je suis en ce moment dans l'Eure. J'ai été tout à l'heure auprès des pompiers, auprès des gendarmes. C'est important de rappeler un mot de soutien aussi aux policiers, aux militaires de l'opération Sentinelle et bien sûr aux soignants qui sont mobilisés ce soir comme 365 jours par an.
Bien sûr, Madame la Ministre. D'ailleurs, on se souvient que lundi, ces soignants, ces premières lignes que vous évoquez avaient été peut-être un petit peu éludées par le Premier ministre et Olivier Véran. Le Président, lui, a martelé donc une nouvelle fois l'importance de la vaccination. Les soignants, ils regardaient, eux aussi, bien sûr, le Président de la République ce soir. Ils demandent de l'aide, vous le savez, parce que pour lutter contre ce raz-de-marée décrit par votre gouvernement, ils disposent tout simplement de moins de lits d'hospitalisation qu'en janvier 2020. Mais vous l'avez dit, et le président de la République l'a rappelé dans ses vœux, il a rappelé son attachement au débat et son attachement au fait qu'en France, nous sommes une grande démocratie et donc on a le droit de débattre, on a le droit d'être en désaccord et de l'exprimer, d'avoir des opinions différentes. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui se passe régulièrement sur les plateaux de CNews notamment. Et je crois que c'est important que chacun puisse partager sa réalité. J'étais cette semaine dans un hôpital militaire à Percy, auprès des gendarmes qui ont été blessés en service pour leur apporter mon soutien, le soutien du gouvernement, le soutien de la nation tout entière. Et effectivement, je crois que pour soutenir les soignants, c'est important aussi qu'on fasse en sorte de faire les tests lorsqu'on se rassemble pour des événements festifs, mais également de se faire vacciner, je le rappelle. On est 2 ans, Madame la Ministre, après le début de cette crise. Malgré l'arrivée du vaccin, c'est vrai que les mesures restrictives, et on l'a très bien compris tous cette semaine, elles continuent de peser sur le moral des Français. Je pense à cette soirée du 31 décembre sous haute surveillance, ou encore le retour du masque à l'extérieur qu'on apprend. Ce sondage ne vous a peut-être pas échappé non plus. 59% des Français interrogés ne s'attendent pas à ce que la situation change en 2022, tandis que 23% craignent même que les prochains mois soient pires. Comment faire pour redonner le moral à ces Français qui nous regardent ? Bon, d'abord, je comprends la lassitude, je la partage. C'est vrai qu'au début de ce virus, au début de la pandémie de Covid-19, la France, comme d'ailleurs tous les autres pays du monde, avait assez peu d'informations. Et plus nous avons avancé, grâce aux scientifiques, plus nous avons pu avoir des informations sur la réalité de cette pandémie, de ce virus, et plus nous avons pu nous mobiliser pour la combattre. Et je veux ici dire à quel point les soignants ont été exceptionnels. Les médecins, mais aussi les infirmiers, les infirmières, les aides-soignantes, les aides-soignants et toutes les professions paramédicales qui se sont mobilisées. Avec le Premier ministre Jean Castex, nous avons fait ces derniers mois de nombreux déplacements dans des hôpitaux auprès des soignants qui sont extraordinairement mobilisés et je veux leur dire là aussi toute notre reconnaissance. Et j'étais touchée par ce qu'a dit le président de la République ce soir, puisqu'il a dit qu'il a émis ce vœu, ce souhait sur 2022 en disant qu'il souhaitait qu'en 2022 ce soit l'année de sortie de cette pandémie. En tout cas, nous y travaillons, nous faisons tout pour faire en sorte que le virus circule le moins possible. C'est un défi collectif. D'ailleurs, on voit que dans d'autres pays européens, des mesures plus drastiques de privation de liberté ont été prises sur des questions de confinement, de couvre-feu, etc., etc. En France, nous sommes mobilisés. C'est un nous collectif, ce n'est pas le gouvernement, c'est tout le pays qui s'est mobilisé pour faire en sorte, par exemple, de permettre aux restaurateurs de rester ouverts et en activité, de permettre aux événements culturels aussi de se tenir, aux événements sportifs, de rassemblement. C'est important, je crois que ça fait partie aussi de ce qui nous donne de l'optimisme, c'est cette manière d'être ensemble. Et le président de la République a vraiment insisté là-dessus, sur l'unité du pays, sur ce pays rassemblé, sur cet esprit de résistance, mais aussi sur cet esprit de confiance qu'il avait dans la France. Il a dit que son cœur ne sera pas déraciné de la France, quel que soit son rôle dans l'avenir. Je trouvais ça très émouvant. Un mot peut-être, Madame la Ministre, sur ce contexte actuel qui est particulièrement tendu depuis plusieurs mois. Je pense notamment aux députés LREM qui sont la cible d'injures, de menaces autour de l'actuel examen du projet de loi sur le pass sanitaire qui tend peut-être encore plus le climat ambiant. On a l'impression que cette violence, elle va s'installer durablement dans notre pays, qu'il va falloir vivre avec. Mais ça, je crois que c'est une responsabilité collective. Et moi, vous me reconnaîtrez le fait d'avoir toujours dénoncé les violences d'où qu'elles viennent et quelle que soit la personne contre laquelle elles sont dirigées. J'ai condamné les propos sexistes qui étaient tenus contre Marine Le Pen ou contre la conseillère d'Éric Zemmour. J'ai condamné toutes les formes de menaces et de violences, y compris récemment contre Raquel Garrido, par exemple. Je crois que la violence n'a pas la place dans le débat démocratique. Quand un élu doit faire des choix, voter, il ne peut pas le faire sous la menace de mort, sous la menace de violence. C'est la même chose d'ailleurs pour les journalistes. La liberté de la presse, ça fait partie des grands principes qui fondent la démocratie. J'ai vu que des journalistes étaient également menacés, y compris menacés de mort. C'est évidemment odieux et j'invite toutes les personnes, les élus qui sont menacés, à déposer plainte. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a adressé une consigne de fermeté en ce sens en direction des préfets.
Pardon, Madame la Ministre, mais pour aller un tout petit peu plus loin sur cette question, je rajoute qu'on a quand même une partie de la société, là, et je parle évidemment de la vaccination, qui est dans un état de défiance extrêmement fort. Est-ce que, par exemple, lorsque le ministre de la Santé, Olivier Véran, dit devant la commission des lois il y a quelques jours que certains Français sont en plein délire, est-ce que c'est de nature à apaiser la situation ? Je pense que le ministre de la Santé, qui lui-même a été médecin hospitalier avant de devenir parlementaire et avant de devenir ministre, connaît parfaitement bien la situation dans les hôpitaux et il a envie d'appeler à faire en sorte que chacun puisse se protéger face au virus. C'est encore l'appel qu'a passé d'ailleurs tout à l'heure le président de la République pendant ses vœux en appelant chacune et chacun à se protéger soi, mais aussi à protéger les autres et à faire en sorte de permettre que le virus ne circule plus et que nous puissions enfin collectivement sortir de cette pandémie. Je crois que c'est un de nos objectifs importants pour l'année 2022. Bon, je vais vous remercier et vous libérer dans une petite minute. Juste à propos de cette soirée du réveillon, Madame la Ministre, vous vous attendez à un nouvel an compliqué. Est-ce que vous avez déjà de premières informations, de premières remontées sur ce début de soirée ? Écoutez, il y a 130 000 forces de sécurité intérieure qui sont mobilisées ce soir, policiers, gendarmes, pompiers, militaires de l'opération Sentinelle. Je veux leur adresser notre soutien. Et je veux rappeler également le travail mené par les associations qui accompagnent les familles de forces de l'ordre qui sont endeuillées ou qui sont blessées. Parce que je rappelle que quand on est membre des forces de sécurité intérieure, on travaille pour protéger les autres au péril de sa propre vie. Donc je les remercie et j'appelle chacune et chacun à respecter les forces de l'ordre mobilisées, particulièrement pour cette nuit de la Saint-Sylvestre. Un brin de légèreté, Madame la Ministre, avant vraiment de vous laisser tranquille, comme beaucoup de Français, comme beaucoup d'entre nous. Vous avez peut-être pris une résolution que vous n'allez pas tenir, comme on le fait tous chaque année. Non, j'ai renoncé aux résolutions, vous savez, j'ai pas de bonne résolution particulière, mais je suivrai les recommandations de CNews à cet égard. Eh ben, n'hésitez pas à nous suivre régulièrement. Alors, merci infiniment. Avec Par avance, plaisir. bonne année, un très bon réveillon à vous et rendez-vous donc Bon réveillon à vous. en 2022. Merci Madame la Ministre. En 2022, merci à vous. Marlène Schiappa.